Salut tout le monde, je suis Julien Martel et bienvenue à la longue sortie. Jonas, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Je suis content que tu aies libéré ta cédule de chirurgien. On le sait qu'ils sont un petit peu occupés, ces gens-là, pour venir m'éduquer sur les douleurs aux épaules, puis un petit peu tout par rapport à ça. Écoute, personne ne te connaît vraiment au Québec. Maintenant, tu t'es exilé à Seattle. Fait que tu peux nous faire juste un petit wrap-up de ta pratique et qu'est-ce que tu fais présentement. Ouais, c'est sûr. Fait que moi, j'ai fait la médecine à Montréal, l'Université de Montréal. J'ai fait ma résidence à l'Université de Montréal. Puis après ça, je suis allé faire des surspécialités, des formations en trauma orthopédique. Euh, Puis après ça, en chirurgie d'épaule puis du coude. J'ai fait ça aux États-Unis, à Seattle puis à Saint-Louis. Puis après ça, je suis retourné à Montréal. J'ai travaillé à l'hôpital Sacré-Cœur pendant un petit bout de temps. Puis ça fait faire 8 ans que je suis retourné aux États-Unis, à Seattle, travailler à temps plein comme orthopédiste académique à l'Université de Washington, à l'hôpital Harborview à Seattle. Ma pratique principalement, c'était de m'occuper des polytraumas, des gens qui ont des fractures, des gens qui vont se blesser un peu partout. Puis après ça aussi, m'occuper des problèmes spécifiques de l'épaule puis du coude. Je fais beaucoup de reconstruction, des gens qui ont eu des traumas, puis après ça, qui ont besoin de plus de traitement. Euh, mais aussi des gens qui ont juste l'usure standard, là, juste de l'épaule, d'autres types de traumas qui sont pas nécessairement des gros polytraumas, mais des gens qui vont tomber puis se faire mal à l'épaule ou au coude. Fait que moi, je fais cette portion-là de ma pratique aussi qui est un peu différente. C'est pas très, très commun de faire les deux. Donc, j'ai comme une optique un peu différente de la majorité des gens dans chacune des spécialités. Je vois ça un peu plus de façon holistique, là, on dirait. OK. Puis normalement, les gens se concentrent plus sur une des deux pratiques, vont faire soit seulement de la trauma ou une spécialité plus au niveau du membre, d'un membre ou quoi que ce soit. Ouais, en fait, je te dirais que c'est un peu différent. Aux États-Unis, c'est rare d'avoir multiples spécialités. Au Canada, de façon plus générale, parce que les ressources sont limitées, on essaie de concentrer le nombre de personnes qu'il y a en médecine. Donc, chaque personne va chercher plusieurs spécialités. Donc, c'est pas rare de voir au Canada, surtout dans les universités, peut-être un peu moins dans le communautaire, mais aux universités, des gens avoir deux, trois spécialités différentes, aller faire plusieurs surspécialités, parce que les ressources, le nombre de personnes sont limitées, donc chaque personne doit être comme talentueuse, on dirait. Fait que je pense que d'un côté, justement, ça permet à cette personne-là d'avoir une pratique plus variée, de répondre à un plus grand besoin, mais d'un autre côté, c'est sûr que j'imagine en ayant un focus sur un type de pratique. J'imagine que toi, si, mettons, on compare le nombre de cas que tu vas opérer d'épaule ou de membre supérieur versus quelqu'un qui a fait un fellow comme ça qui pratique au Québec, j'imagine qu'il doit y avoir une bonne différence quand même là, en termes d'exposition. Ouais, c'est sûr que juste le volume en termes d'exposition aux États-Unis, c'est très différent. D'aller faire ça indépendant, chaque fellowship, c'est sûr, ça donne une spécialité qui est difficile à obtenir en termes de volume de cas au Canada. C'est juste pas la même game, là, dans le fond. C'est très difficile de reproduire ce modèle-là au Canada. Puis après ça, ben, la pratique ici, présentement, par rapport à ma pratique dans le temps à Montréal, c'est sûr que c'est semblable, mais je te dirais qu'il y a beaucoup plus de gens dans la communauté qui font des cas plutôt simples. Donc moi, je me concentre plus sur les cas très, très difficiles, les cas tertiaires, cas ternaires qu'on appelle. Donc des gens de la communauté, de la pratique privée qui ne se sentent pas à l'aise de faire des cas, donc ils sont référés. Donc moi, on est un centre de référence. Un peu la même chose qu'on faisait à Sacré-Cœur, à Montréal, par exemple. Mais pour moi, c'est un peu semblable, mais à un autre niveau aussi. Je comprends. Puis j'imagine aussi que tu as des pathologies un peu différentes. Tu sais, là, j'entends les sirènes en arrière. Là. Est-ce que tu es de garde? Là? Tu vas-tu t'en aller pour aller opérer? Là? Ouais. Pas présentement, mais c'est sûr qu'ici, on a les hélicoptères qui arrivent là, quand c'est occupé, on a des hélicoptères qui atterrissent à tous les 15 minutes. C'est sûr que c'est pas la même game que d'avoir une ambulance par jour là, qui arrive. Là. Fait que, oui, on est occupé au Québec.
puis au Canada. Des places sont très occupées, mais c'est juste une population fois 10. C'est juste un numbers game. Là. Fait que Ouais. c'est comme ça que ça marche. Mais d'un autre sens, c'est bon pour nous parce que ça nous permet d'aller, pour la plupart, d'aller faire des surspécialités aux États-Unis, d'aller acquérir ces connaissances-là, cette expérience-là, puis de la ramener au Canada. Je te dirais, je suis un cas plutôt rare de gens qui vont aller faire des fellowships et rester. Ça arrive quand même, là, c'est sûr, mais je te dirais c'est pas la majorité. Je dirais, la majorité des gens retournent au Québec, au Canada et ramènent cette spécialité-là. Et donc, en fait, moi, je pense que c'est super intéressant et pertinent. Là. Ah, c'est clair. Puis là, dans le fond, tu sais, aujourd'hui, je suis content de te parler de tout ce qui a trait à l'épaule parce que je pense qu'il ne passe pas une journée où, dans ma pratique, je ne vois pas quelqu'un qui se plaint ou qui a déjà eu un problème d'épaule. Puis ça reste une articulation qui est quand même très complexe dans son évaluation. C'est quelque chose qui est pas qui est méconnu en fait, puis qui a énormément de structure qui forme cette articulation-là. Fait que l'évaluation devient difficile. Puis tu sais, si tu n'as pas un bon diagnostic dès le départ, ben le reste qui en découle ne sera pas optimal non plus pour le patient. Fait que je pense qu'avec toi, là, je voulais revoir un peu la base. Puis je pense que ça va être intéressant vraiment pour les gens de voir un peu tout ce qui a trait aux douleurs aux épaules, les diagnostics, comment on les évalue, comment on les traite, les approches, etc. C'est un peu ça qu'on voulait passer à travers aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est super bonne idée. Tu sais, si tu regardes les raisons les plus communes de présenter pour un patient pour des douleurs musculo-squelettiques, donc tout ce qui a rapport au corps, douleur, là, la majorité du temps, c'est douleur au dos, c'est le plus commun, mais juste après ça, c'est douleur à l'épaule. Fait que c'est comme, je pense, j'ai pas, ça fait un petit bout de temps que j'ai regardé les chiffres exacts, mais prévalence à vie, c'est proche de 100% pour les douleurs au dos. C'est quelque chose comme 75 à 80% pour les douleurs d'épaule. Puis pour les gens qui ont un travail qui est manuel, c'est comme presque 100% en haut de l'âge de 50 ans. Fait que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Si on faisait des résonances magnétiques à tout le monde, at large, on trouverait à peu près le pourcentage d'incidence de déchirure, de coiffe des rotateurs ou de pathologie dans l'épaule équivalent à l'âge. Fait que dans le sens, à 60 ans, 60% des gens ont une déchirure ou une pathologie, à 90% de la population. Là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui touche pas mal tout le monde. Puis beaucoup de gens, tu sais, moi je vois souvent des gens se promener dans l'hôpital, surtout du monde qui travaille ici. Et hey, je vais te parler de mon épaule, tu sais, puis ça arrive à peu près une fois par jour. Je traite beaucoup de mes collègues anesthésistes, infirmières, chirurgiens. Je veux dire, c'est vraiment très, 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 très commun. Puis encore plus pour les gens qui sont travailleurs manuels. Puis manuel, ça veut pas juste dire les gens qui vont lever 100 livres tous les jours. Là, c'est juste n'importe qui va faire des mouvements répétitifs. Puis il y a certaines choses que les gens peuvent faire pour essayer de prévenir ça. Puis n'importe qui a eu mal à l'épaule peut dire comment ça peut influencer sa qualité de vie de Absolument. façon extrême. Tu sais, c'est vraiment accaparant parce que la douleur empêche les gens de dormir, empêche les gens de fonctionner, puis ça juste ça a une répercussion sur toute la vie. Fait que comprendre ça, puis comprendre comment faire de la prévention active, c'est tout, selon moi, là, c'est aussi important que ce qu'on focus beaucoup, c'est les douleurs du bas du dos, puis il y a beaucoup de gens qui vont travailler sur leur core, ils vont faire des abdos pour essayer d'empêcher ça, puis là, ils vont pas du tout s'occuper de leur épaule. C'est comme... C'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, je veux dire, on est quand même des mammifères sur deux pattes, donc on s'occupe, on va utiliser énormément nos bras dans toutes les tâches quotidiennes. C'est vrai que, tu sais, ce que tu me fais réaliser, c'est vrai qu'on associe souvent le travail manuel à du travail en construction, des gens qui vont lever des grosses charges, comme tu dis, mais cette usure-là ou ces problèmes d'épaule-là vont être encore plus fréquents chez n'importe qui fait quelconque tâche manuelle. Puis on en voit aussi beaucoup sur les gens qui ont des travails de bureau aussi, fait que j'imagine la position, l'ergonomie peut jouer un rôle vraiment dans le développement de ces pathologies-là. L'ergonomie, c'est sûr. La génétique, beaucoup de gens, là où j'ai fait mon fellow, on a eu beaucoup
de fonds de recherche qui venaient du NIH, qui est l'équivalent là, de la grosse entreprise de recherche gouvernementale qui fait beaucoup de dons là, pour la recherche aux États-Unis. Puis on avait un gros fonds de recherche pour ça. Puis on regardait genre tout le monde qui venait avec une pathologie à l'épaule, qui avait pas mal à l'autre épaule, puis on faisait des ultrasons diagnostiques, puis on trouvait des pathologies très souvent à l'autre bord. Donc les gens ils savaient pas qu'il y avait une déchirure. Puis après ça, on les suivait longtemps pour savoir comment leur évolution naturelle allait aller. Mais dans le sens que si tu as une pathologie d'un bord, les chances que tu aies de l'autre bord, même si c'est pas ton côté dominant, même si c'est pas la même ergonomie, la génétique joue un certain rôle. On sait pas exactement c'est quoi, on n'est pas capable de trouver un gène, mais on sait que les gens qui ont des douleurs d'épaule chez leurs parents ont probablement un plus haut risque de n'en avoir, surtout ce qui a trait à la coiffe des rotateurs puis à l'arthrose. Après ça, il y a tous les traumas. Le nombre de gens qui ont eu des traumas en jeune âge, tu sais, 15 ans, ils se disloquent l'épaule, ils se sont étirés quelque chose quand ils ont fait, je sais pas, X, Y, Z, une randonnée en bicycle, mais ils s'en rappellent pas trop. 30 ans plus tard, ils ont de l'arthrose. Puis ça, c'est malheureusement méconnu, mal compris, puis on a de la misère à aller chercher la raison exacte. Puis là, les gens, ils se présentent avec l'arthrose. Pour nous, c'est difficile. On se dit, je suis pas en construction, je suis pas ça. Je travaille de bureau, ou je suis anesthésiste, ou whatever, tu sais. Puis après ça, ils vont se dire, ah, c'est vrai, quand j'avais 15 ans, j'ai luxé mon épaule. Fait que juste ça, c'est un facteur de risque. Là, tu commences à accumuler les facteurs de risque, puis ça devient problématique. Puis quand tu explores plus le côté que tu mentionnes la génétique a un rôle là-dedans, est-ce que c'est purement au niveau structurel ou c'est d'autres choses que la structure en tant que telle, mais plus la fonction ou au niveau plus tendineux ou autre? Fait que, pour moi, il y a plusieurs pathologies qui rentrent, il y a plusieurs côtés de la pathologie qui rentrent en fait. Il y a la structure, il y a la biomécanique. Donc, on sait qu'il y a des gens qui ont, par exemple, une omoplate qui est plus courbe, d'autres qui est plus oblique. On sait qu'ils ont ce qu'on appelle la version ou la rotation est différente pour un ou l'autre. On appelle, quand l'anatomie n'est pas normale, on appelle ça de la dysplasie. Et la dysplasie prédispose à certaines pathologies. Quand on a une dysplasie, peut-être des gens ont entendu ça pour leur hanche, une dysplasie de la hanche. Ouais. On sait que ça, c'est génétique aussi. Donc, si un bébé en a un, le prochain bébé est plus à risque. Donc, il y a la structure des os, il y a la qualité des muscles, la qualité du collagène, qui a sûrement un gros impact ou un mot à dire là-dedans. Donc, tu sais, la génétique, je pense, c'est multifocal. Là. Il y a pas juste la qualité des tissus eux-mêmes, mais il y a aussi tout le reste. Des fois, des gens avec des scolioses, ça, on sait que c'est génétique. On sait qu'il y a une action génétique pour la majorité des composantes idiopathiques. Ça peut jouer sur comment les épaules se positionnent dans le corps. Fait que ça peut aussi jouer. Fait que tu sais, c'est direct, indirect, indirectement, il y a plusieurs facteurs génétiques qui rentrent en cause. Puis tout ça, ça peut malheureusement influencer négativement les patients. Pas de leur faute. Ils se réveillent un matin, ont mal à l'épaule, puis ils ont toujours eu quelque chose, puis il n'y avait pas de façon de le savoir. Ouais, c'est fou, quoi. C'est fou. Puis effectivement, c'est souvent un peu ce qu'on voit. Tu sais, quelqu'un qui se présente, premier rayon X, plein d'arthrose, puis là, il faut essayer de retrouver un petit peu la cause derrière ça. Tu sais, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble un peu. Mettons, c'est quoi les grands buckets de pathologie de l'épaule, soit par prévalence, peu importe là, comment tu veux les présenter, puis qu'on regarde un peu pour chaque, comment qu'on les évalue, comment qu'on va les traiter, les prévenir, un petit peu comme ces genres de grosses catégories-là pour les choses les plus communes. Moi, tu vas peut-être me corriger là, de mon évaluation en première ligne d'épaule, mais souvent, j'ai tendance à, première étape, naturellement, est-ce que c'est traumatique, non traumatique? Après ça, je vais plus voir est-ce que la douleur est extrinsèque, comme quelque chose de référé qui vient de la colonne ailleurs ou qui peut causer d'autres douleurs qui pourraient paraître être à l'épaule, mais finalement, le problème est ailleurs. Puis une fois, si j'ai identifié que c'est dans l'épaule, je vais plus chercher ce qui est, dans le fond, gléno-huméral versus extra-gléno-huméral. Puis à la fin, c'est de différencier ce qu'il y a comme
si c'est une pathologie gléno-humérale, vraiment de l'articulation, quel genre de pathologie qu'il peut avoir. Tu sais, c'est comme mon espèce de framework, si on veut, pour évaluer des épaules. Ça a-tu du bon sens? Je suis sur la bonne voie? Ouais, je pense que c'est quand même pas pire. Moi, de la façon, tu sais, c'est sûr que le diagnostic différentiel, là, on a toute une petite différence comment on fait ça. Généralement, moi, j'aime ça penser aussi, c'est trauma, non trauma, c'est le plus facile pour Ouais. commencer. Parce que la majorité des pathologies sont dégénératives quand les patients sont plus vieux, puis traumatiques quand ils sont plus jeunes, mais les deux existent. Tu sais, une fracture, c'est une fracture si tu as 20 ans ou tu as 60 ans. Fait que Ouais. ça, c'est facile à voir. Mais j'aime ça penser genre en tranche d'âge. Tu sais, les jeunes patients, c'est rare qu'on va trouver de l'arthrose. Ça n'a pas d'allure. Pourquoi il y aurait de l'arthrose à 19 ans? C'est pas un bon diagnostic différentiel. Fait que j'essaie de voir le patient, puis on sait qu'est-ce qui est le plus commun, puis on essaie de pas manquer quelque chose qui est moins commun, mais qui est plus dangereux. Souvent, on appelle ça les red flags ou les choses Ouais. un peu comme hors du commun. Puis après ça, on se sert de d'autres outils diagnostiques, principalement l'historique, principalement l'examen physique, puis on dirige notre diagnostic vers là. C'est pas toujours évident Hmm. pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Entre toi et moi, on sait que les gens qui font de la médecine générale ont très, très peu d'exposition en médecine au musculo-squelettique. En résidence, un peu plus, puis ça a changé dans les derniers 5-10 ans, mais c'est quand même pas représentatif du nombre de fois que des patients viennent viennent voir leur médecin avec une pathologie musculo-squelettique. Ouais, t'as Je pense raison. que c'est comme 50% des gens, à un moment donné, dans certaines pratiques, en sans rendez-vous ou en non aigu, pathologie non aiguë, vont venir voir pour des douleurs musculo-squelettiques. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas le training pour ça, la majorité des Ouais. gens. Ben, je te dirais n'importe qui en médecine, tu sais, à part les orthopédistes, les physiatres, puis dans ce qui est paramédical, les physiothérapeutes, je veux dire, on a pratiquement pas d'exposition en musculo-squelettique. Ça reste un très petit volet, mais comme tu dis, qui est tellement rencontré à tous les jours qu'il y a vraiment une déconnexion là, entre les compétences acquises pendant notre curriculum versus ce qu'on voit en pratique après. C'est sûr. Puis même, je te dirais qu'encore plus de nos jours, l'examen physique est beaucoup moins connu, puis les subtilités de l'examen physique sont moins connues parce qu'on a la gâchette rapide pour IRM, pour ultrason, pour whatever, tu sais, puis au lieu de prendre le temps de mettre les choses ensemble, l'historique plus l'examen physique, un bon examen physique avec un bon historique, 95% du temps, j'ai le diagnostic, 98% du temps. Les autres modalités, c'est pour aller chercher la subtilité de peut-être est-ce que ça va besoin de chirurgie ou pas, ou tu sais, des choses comme ça, mais habituellement, on a le diagnostic avant ça. Mais si t'as pas le training, c'est difficile d'aller chercher. Fait que le but j'espère, en parlant, c'est d'essayer de démystifier un peu les choses, puis d'aider les gens à cerner leur questionnaire, leur idée, tant patient que médecin. Fait que, s'il y a des médecins qui vont regarder ça, vous pouvez contacter n'importe quand. On est souvent disponible. Les orthopédistes, on préfère plus à l'avance que moins. Mais deux, je dirais juste d'essayer de penser à c'est quoi que ça peut être avant de juste demander des examens paramédicaux un peu à gauche, à droite. Ouais, puis on le sent en plus, d'autant plus. En tout cas, c'est problématique au Canada, principalement au Québec. On le sait qu'à peu près 30% des examens en radiologie qui sont demandés qui sont inutiles. En fait, qui n'aident pas au diagnostic dans la prise en charge, mais qui sont plus demandés parce que. Puis je suis d'accord avec toi que l'examen physique en musculo-squelettique est vraiment discriminatoire en termes des diagnostics. Fait que c'est une bonne chose que je t'ai aujourd'hui parce que je sens que je vais peaufiner mon art. Fait Ouais. que, comment on commence ça? On commence ça avec. Ben, on peut parler des choses les plus communes. OK. Fait que on va les nommer. Puis après ça, on peut regarder dans les tranches d'âge comment ça va. Fait que les choses les plus communes qui ont causé des douleurs à l'épaule sont l'instabilité. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être luxé l'épaule ou disloqué l'épaule. Des fois, les gens vont dire ça aussi. Mais luxer l'épaule, donc l'épaule va sortir de l'articulation soit en avant, soit en arrière. Et après ça, vont avoir de l'instabilité résiduelle. Donc, parce que l'épaule n'est pas centrée parfaitement dans l'articulation, ça va causer des douleurs. C'est un spectrum. Il y a des gens qui vont avoir
un épisode, puis jamais rien. La majorité vont avoir un peu de douleur avec certains mouvements. D'autres vont carrément reluxer à répétition. Ouais. Et donc, ça c'est un bucket de diagnostic qui cause la douleur à l'épaule. Fait que, juste pour revenir là-dessus, fait que, pour ton instabilité, si tu parles de luxation d'épaule, les chiffres que j'avais en tête, là, c'est 90% des gens qui ont une luxation vont la reluxer une fois dans leur vie à peu près? Ouais, c'est très dépendant de l'âge. Donc, le plus jeune que la personne va luxer leur épaule, le plus haut le taux de récidive va être. Donc, à 15 ans, tu disloques l'épaule, 90-95% de chances de reluxation. Premier épisode à 45 ans, très, très rare de reluxer. OK. Possible, mais très rare. Puis en termes de, tu sais, qui peut générer de l'instabilité, tu sais, je pense qu'il faut que les gens comprennent, c'est quand ton épaule est luxée carrément, tu sais, tu as vraiment un dommage qui est fait à ta capsule articulaire. Là. Ouais. Puis, est-ce que c'est le genre, tu sais, parce que des fois, on peut avoir des événements un peu de subluxation, des choses comme ça génère-tu le même degré d'instabilité? C'est difficile à dire. Donc, je te dirais qu'il y a plusieurs pathologies qui vont causer de l'instabilité. Il y a l'instabilité traumatique, donc les gens qui vont carrément luxer. Souvent, ça, c'est chute au sport, chute à vélo. Souvent, comme au football, au hockey, les gens vont se faire frapper puis ils vont tomber avec le bras en abduction. Ça va faire une luxation traumatique. Ça cause vraiment... ça, c'est facile à diagnostiquer. Tu sais, un rayon X, tu sais qu'elle est sortie, l'épaule on rentre l'épaule dans l'articulation. Les gens ils se sentent bien après. Ça déchire tout la capsule, mais aussi les ligaments. Les ligaments sont très importants. Pour ceux qui n'ont pas vu une épaule à l'intérieur ou sur un cadavre, ouais, moi, c'est mon jour le jour. Là. Mais tu sais, l'épaule, en comparaison à la hanche, c'est vraiment l'articulation qui est très, très solide. C'est comme une boule, la hanche dans une autre articulation. L'épaule, c'est plus vraiment comme pour les golfeurs, là, c'est comme une balle de golf sur un tee. Il y a beaucoup, beaucoup de balles, puis il n'y a pas beaucoup d'articulation. Puis la façon que le corps a fait pour augmenter l'articulation, il a ajouté des tissus mous autour, donc ce qu'on appelle le labrum, qu'on retrouve aussi dans la hanche, mais un peu différent. Ça augmente la superficie de l'articulation. Puis il y a des ligaments autour qui vont essayer de tenir l'épaule là. Puis après ça, on a des muscles. Donc on a les muscles, la coiffe, le rotateur, qui vont créer une pression de la balle dans le fond du tee. Puis ça, c'est une façon d'augmenter la stabilité de l'épaule. L'épaule, comme telle, est très instable sans ces structures-là parce qu'elle permet le mouvement. T'sais, on est capable d'avoir des mouvements incroyables. On peut pas faire ça avec nos hanches. Là. On met pas souvent la jambe à côté de l'oreille. Il y en a qui le font, là, mais ils travaillent au Cirque du Soleil. Puis, par contre, tout le monde est capable de bouger le bras, l'épaule dans toutes les directions, en tout cas la majorité des gens. Puis ça, c'est le trade-off, c'est parce qu'on a le meilleur mouvement, on est plus instable. Il y a certaines positions de l'épaule qui vont générer plus d'instabilité. La majorité du temps, c'est quand on est comme ça. Ouais. On tombe, on a une rotation externe avec une abduction de l'épaule, puis ça cause une luxation en avant. Il y a une faiblesse en antérieur de l'épaule par rapport à ça, donc on a une luxation. On n'est pas obligé d'avoir une luxation franche pour avoir de l'instabilité. On peut comme continuer à faire ce qu'on appelle des subluxations ou de la le même mouvement répétitif qui va causer de la douleur. Puis après ça, chaque fois qu'on arrive proche de luxer, les gens ont une douleur ou une appréhension. Ils sentent comme si ça va disloquer, fait qu'ils ont mal, ils ont une douleur, ils veulent empêcher ça. Ça, c'est pour l'antérieur. Il y a des luxations postérieures aussi traumatiques, mais il y en a d'autres qui sont souvent secondaires à du sport répété ou des mouvements répétés. Donc, le plus commun, c'est quelque chose comme les joueurs de football qui jouent à la ligne d'attaque ou la ligne de défense, qui vont pousser les gens continuellement comme ça. Ils vont avoir de l'instabilité postérieure. Puis ça, c'est plus difficile à diagnostiquer. Il y a aussi les gens qui vont avoir une crise d'épilepsie pour des raisons un peu plus difficiles à comprendre. Ils ont tendance à avoir une luxation postérieure, puis ça peut souvent être manqué parce que les gens s'occupent de leur cerveau, s'occupent de leur du reste, et puis ils ont ça. Les gens qui ont de l'électrochoc, c'est un peu la même chose. Fait, il y a beaucoup de pathologies, puis il y a aussi des gens qui sont hyperlaxes comme tels, où ils ont des douleurs pas des douleurs, mais des maladies de collagène.
Je sais que c'est beaucoup dans les nouvelles, là, les Ehlers-Danlos type 1 à 20 là, maintenant, mais les collagénaux, les problèmes avec le collagène, même si c'est pas un diagnostic franc, et on sait qu'il y a des gens qui ont un peu plus de laxité, puis on appelle ces gens-là les instabilités multidirectionnelles. Donc, eux, l'épaule est un peu dans tous les sens, puis c'est à cause de la douleur. Et ça, je te dirais, en général, c'est un problème de patients plus jeunes, de, mettons, je sais pas, 10-12 ans jusqu'à 40 ans, à peu près. C'est sûr que ça peut arriver plus vieux. C'est sûr que ça peut arriver à l'âge de 30 ans, 20 ans, puis après ça se manifester plus à 45 ans, 50 ans. Mais en général, quand moi je vois quelqu'un qui a une douleur à l'épaule avec une historique de peut-être de trauma, qui a dans cette age range-là, c'est sûr que ça, c'est mon premier diagnostic. Ce qui me fait vraiment plaisir dans tout ça, c'est que tu m'as encore catégorisé dans les jeunes avec 40 ans. Fait que ça, c'est... Exact. OK, fait qu'instabilité. Plus qu'on est jeune, c'est ça. Ouais, l'année prochaine, la catégorie, ça va être jusqu'à 41, etc. Ouais. T'inscris toujours dans la catégorie des jeunes. C'est ça. OK, fait que donc, plus jeune, un petit peu plus, t'expliques un peu bien vraiment ce qui peut causer l'instabilité. Puis en vieillissant. Ouais, fait que c'est ça qui est moins de fun. Mais habituellement, moi, quand je vois des gens, mettons, qui ont, à partir de la trentaine, quarantaine, puis dans ces age range-là, 30 à 50, après ça, les diagnostics pour lesquels les patients viennent pour la douleur, c'est souvent un mix de trois choses, le plus commun. C'est des pathologies reliées à la coiffe des rotateurs. Ouais. C'est ce qu'on appelle la capsulite ou le frozen shoulder, des fois les gens vont dire ça. Mm-hmm. Ou c'est de l'arthrose en début d'arthrose, puis l'arthrose progressive. Fait que, si on a ces trois pathologies-là, on couvre une majorité des choses. C'est sûr qu'il y a toujours d'autres raisons, puis je veux pas trop que les gens aillent sur WebMD, là, tout ça, mais c'est sûr qu'on peut avoir des néoplasies, surtout dans le age range de 18 à 30 ans. Surtout à l'épaule, là, ça peut arriver. Il y a plein de choses bizarres qui peuvent arriver, des infections, d'autres choses comme ça, mais pour le plus commun, pour le jour, les gens qui n'ont pas trop de choses à l'extérieur de la norme, ces trois pathologies-là, ça couvre une grande majorité. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres places. De l'arthrose, ça peut être dans l'épaule, mais ça peut aussi être à la clavicule. Il y a plusieurs endroits, mais en général, ces trois types de pathologies-là, c'est le plus commun. Puis y a-t-il une corrélation, quand tu parles d'arthrose, entre les trouvailles qu'on a au rayon X puis la symptomatologie d'un patient, la douleur ou le range of motion? C'est vraiment drôle parce que la réalité, c'est non. On a souvent en médecine des trouvailles fortuites, là, comme on trouve une masse sur un rein quand on fait un CT scan pour un abdomen, pour quelque chose d'autre. On fait un rayon X des poumons, on trouve de l'arthrose terrible à l'épaule, puis les gens n'ont pas de douleur. Puis on a d'autres rayons X qui sont, peut-être un petit peu d'arthrose, mais les gens sont terriblement, ils ont terriblement mal, puis ils ont une fonction limitée extrême. Puis je te dirais que c'est pas rare de voir des choses comme ça qui sont pas vraiment corrélées. Mais en général, c'est comme un spectrum. Oui, ceux qui ont moins d'arthrose vont avoir moins mal. Ceux qui ont plus d'arthrose, c'est pas nécessairement qu'ils vont avoir plus de douleur, mais ils vont avoir plus de limitations fonctionnelles. Parce que, à un moment donné, on peut comprendre que si l'os commence à être détruit parce qu'il n'y a plus de cartilage, puis là, on frotte, la biomécanique est plus pareille. C'est les muscles qui tirent, ils sont prêts de tirer, ou si le corps va créer ce qu'on appelle des ostéophytes, et donc l'os autour, tout ça. En tout cas, il va y avoir des changements à l'articulation. Les mouvements vont être différents. Puis quand les mouvements sont différents, la fonction est diminuée. Si la fonction diminue, ça ne veut pas dire que la douleur nécessairement est augmentée. Même des fois, elle est diminuée parce qu'ils ne bougent plus. Ouais. Mais ils ont moins de fonction. Puis ça impacte leur qualité de vie, ça impacte leur health span, lifespan, comme on veut dire. Mais c'est sûr que tout ce qui va affecter la qualité de vie, ça n'a pas juste besoin d'être de la douleur. Exact. Oui, c'est un bon point. Fait que, dans l'instabilité, je pense que tu avais revu un peu les facteurs de risque
au niveau des symptômes, OK, on a la douleur, je pense l'instabilité long terme peut causer éventuellement de la douleur de part, comme tu t'expliquais, biomécaniquement, on n'est plus anatomique, là, on n'est plus normal exactement. La chronologie, normalement, là, à partir du moment où tu as quelqu'un qui a un événement qui va causer une instabilité, soit une subluxation, une luxation ou autre chose, là, plus drivé par la génétique, ça peut prendre combien de temps avant de développer vraiment des symptômes de douleur post-événement? Habituellement, la première luxation, à moins qu'il y ait une fracture associée, une déchirure de muscle ou autre, la majorité du temps, les gens, ça prend 6 à 8 semaines pour qu'ils s'en remettent pas mal, tu sais. Puis après ça, un autre 6 à 8 semaines pour qu'ils recommencent à se sentir plus normal. Après ça, la réalité, c'est que ça va dépendre de leur prochain événement ou des symptômes. Fait que si, le plus commun, c'est qu'ils vont vouloir éviter certaines positions parce que les positions vont créer de l'appréhension. C'est comme un peu genre un mix de douleur avec l'anxiété. C'est un super beau mix. Mais ils vont dire, je suis allé au gym puis je faisais des dumbbells puis j'ai senti que mon épaule allait luxer, ça m'a fait mal. Elle a pas débarqué, mais ça a vraiment été comme proche. J'aime pas ce feeling-là. Puis habituellement, si c'est juste ça, puis ils sont capables de faire de la physio, capables de faire du renforcement, ça se peut qu'ils n'ont jamais d'autres événements, qu'ils n'ont jamais d'autres douleurs. D'autres, ça va être comme, ils vont continuer à avoir des subluxations malgré la réhabilitation, malgré la physio, puis ils vont dire, à chaque fois que je fais ça, ça me fait mal. Puis l'autre, après ça, la prochaine étape, c'est qu'elle va redébarquer. Right? Fait que ceux qui ont un deuxième événement, après ça, c'est comme, une fois que la deuxième événement arrive, le troisième événement est plus commun, le quatrième après. Fait que c'est comme, après ça, c'est le temps entre les événements habituellement diminue. Puis la force nécessaire pour créer ça diminue. Fait que la première fois, trauma, chute en vélo. La deuxième fois, tomber dans les escaliers. 2-3 escaliers, a pris quelque chose de tomber, luxé. La troisième fois, tourner dans le lit, trop rapide, luxer l'épaule. La quatrième fois, éternuer. Fait que c'est comme ce genre de choses comme ça diminue, le seuil pour luxer diminue beaucoup, puis après ça, il y a des structures qui vont changer, le monde va perdre de l'os au niveau de l'épaule, fait que là, ça devient de plus en plus facile. Puis à chaque fois que ça débarque, l'épaule, c'est vraiment douloureux. Je sais pas si toi, tu as un témoignage de ça, mais moi, je te dirais que de voir mes patients, quand ils rentrent luxer l'épaule, premièrement, c'est extrêmement douloureux, mais à chaque fois qu'ils luxent, ils ont de la douleur. J'ai quelques témoignages. J'en ai un personnel aussi, puis c'est pas agréable, effectivement. D'ailleurs, cet épisode-là, ça a été de la faute justement de mon gars qui me spottait au gym, qui a vu quelqu'un rentrer, puis que ça l'a déconcentré, puis il a oublié de me spotter, puis ça m'a luxé l'épaule. Mais il a repris les poids, puis il me l'a comme replacé, puis ça l'a réduite sur le champ. Fait que j'ai eu mal, mais pas longtemps. Mais tu vois, je pense que je fais partie des chanceux. J'ai eu ça vers 16 ans. Puis malgré tout, avec beaucoup de renforcement, beaucoup de physio, etc., j'ai pas eu d'événement, l'appréhension a diminué, mais ça a été quand même assez long. Plusieurs années, je te dirais, même d'avoir une certaine appréhension là, au niveau de l'épaule. Puis, à un moment donné, avec le temps, ça finit par partir. Ça n'a pas eu d'impact après ça de limitation fonctionnelle, mais je pense que je fais pas partie de la norme. Pour ça, j'ai eu comme une espèce de bonne trajectoire, si on veut, là, ce qui est cool, tant mieux. Mais effectivement, c'est pas super le fun sentir ça. C'est le bruit, moi, qui m'avait surtout marqué, là, l'espèce de qui revient avec tout ça. J'étais comme, oh my God, ça, c'est pas bon, là, tu sais. Ouais, c'est quand même pas super. Puis à l'urgence, naturellement, on en a vu pas mal. J'ai vu du monde hyper zen avec une luxation de l'épaule qui arrive, sont comme, je me suis luxé l'épaule, aucun problème. Majoritairement des femmes. Puis j'ai vu des gars arriver là, avec là, la crise complète, l'hyperventilation pas gérable. Donc il y a tout un spectre, mais dans tous les cas, ça n'a pas l'air super le fun. Ouais. C'est rare, c'est manqué, honnêtement. Là, ça paraît quelqu'un qui se luxe une épaule. Ouais. Mais seule chose, ça paraît pas, c'est comme j'ai dit, ceux qui ont eu une autre pathologie, l'épilepsie, c'est très, très commun. Moi j'ai écrit un article là-dessus, ça fait longtemps, mais vraiment qu'on regardait, puis malgré toutes les publications, je sais pas, en médecine, je me rappelle, on en avait parlé, puis à tous les ans, ça arrive encore que c'est manqué parce que, tu sais, il y a d'autres choses de focus. Fait que je te dirais, c'est ça. Fait que, en termes de douleur, c'est surtout relié avec
l'appréhension puis l'instabilité secondaire, Ouais. si elle est là, fait que c'est comme ça que ça se passe. Il y a un épisode, puis soit qu'ils sont capables de passer au-dessus comme tu as passé ou non. Puis là, c'est souvent, en termes, on parle de situation ou de position. Tu sais, ils vont dire, je suis pas mal pour 80% de la journée, mais quand je fais ça, quand je fais ça, quand je fais, bon, je suis pas capable de golfer, Ouais. whatever. Tu sais. Puis ils ont certaines choses qui vont les déclencher, puis c'est ça. Fait que là, après ça, ben, le traitement, on peut en parler, là, mais c'est assez straightforward en termes de, on fait beaucoup de renforcement des muscles autour de l'épaule pour essayer d'augmenter la stabilité. Comme j'ai dit, la corde des rotateurs, c'est comme 4 muscles qui sont autour de l'épaule, qui vont tenir l'épaule avec une pression contre l'articulation, puis qui vont permettre les mouvements en rotation de l'épaule. Puis ça, c'est en augmentant la force de ces muscles-là, plus les forces autour, donc le deltoïde, tout ça, on diminue les chances d'instabilité parce qu'on augmente ce qu'on appelle la stabilité dynamique versus une stabilité statique. Ça veut dire, on pourrait augmenter la superficie de l'articulation, whatever, mais ça, c'est statique. OK. Puis, fait que ça va être grossièrement le traitement pour non chirurgical pour l'instabilité. Ouais. Puis après ça, c'est quoi les prochaines étapes, mettons que ça ne fonctionne pas, là? Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un gros problème. Puis, je dirais que pas tout le monde est pareil. On a des patients qui sont allés pour la première fois faire du hiking dans le nord. Ils tombent, ils ont une luxation, mais à part de ça, le plus d'activités qu'ils font, c'est sur le Xbox. Ben ça, c'est pas la même chose qu'un jeune qui joue dans la Ligue junior majeure du Québec au hockey, qui s'est luxé l'épaule, puis que lui, il veut aller dans la NH. Tu sais, ça, c'est pas les mêmes patients. Fait que là, ça a rapport avec tolérance de risque, tolérance de douleur, tolérance de potentiel de reluxation. Puis il y a plusieurs autres problèmes. Donc, on parle de l'anatomie. Est-ce que ces patients-là ont de l'usure au niveau de l'os? À chaque fois que la luxation arrive, on fait un petit peu d'os de l'articulation. Quand il n'y a plus beaucoup d'os, ben, imagine, tu prends ton tee au golf, puis tu te coupes en deux. Puis tu essaies de Ouais, mettre la balle dessus. Elle va avoir pas bien de mal la plus tough. misère. Puis à chaque Ouais. fois qu'il y a un petit peu de vent, elle va tomber. Fait que le petit peu de vent, c'est comme, ils vont bouger comme ça. Fait que ça, c'est normal. Fait que, tu sais, après ça, le traitement est vraiment basé individuellement pour le patient. C'est la douleur, c'est l'appréhension, c'est le risque ou la tolérance de risque, puis c'est leur niveau d'activité voulu, tu sais. C'est ça. Fait que pas toutes les instabilités, comme tu dis, vont mener à un traitement chirurgical. Puis, puis quand tu es rendu, exemple, pour t'évaluer pour un certain patient que, bon, c'était l'approche chirurgicale qui était le mieux, ça consiste en quoi, tu sais, la préparation, l'opération, le post-op? Un patient qui va subir ces opérations-là, il s'embarque dans quoi exactement, là? Ouais, une bonne question. Fait que, tu sais, si tu regardes, je sais pas s'il y a des partisans du Canadien là, qui vont être sur ton site, là, mais Probablement. ouais, fait que si tu regardes Caulfield, là, c'est un bon exemple. C'est un jeune qui a eu une luxation quand il était plus jeune. Puis là, il était dans la NHL, il tombe, il a une luxation. À un moment donné, lui, son profil de risque, sa qualité de vie, X, Y, Z, on a des algorithmes, on a des choses qui peuvent guider nos traitements un peu, puis on décide de faire une chirurgie. Il y a beaucoup de différents types de chirurgie. Puis les choses qui vont comme rentrer dans l'ordre de ça, c'est la première fois? As-tu déjà eu une chirurgie? Est-ce que c'est une récidive post-chirurgicale? Est-ce que c'est un risque extrême? Est-ce que c'est un risque mineur? Puis ça, on a des choses pour nous aider à calculer. On dit, ben regarde, c'est l'âge, c'est l'hyperlaxité, c'est le déficit en os. Tu sais, j'ai parlé là, que s'il y a Ouais. un manque de l'os, c'est aussi le niveau d'activité. Fait que c'est sûr que sport contact versus non. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne, mais on a une chirurgie qui est relativement simple qu'on fait avec une arthroscopie. Donc, on met des caméras dans l'épaule, puis on va reconstruire les ligaments. Puis essentiellement, on rend l'épaule plus serrée parce qu'elle est un peu laxe, tu vois. OK. Ça, c'est la première de base. Puis après ça, dépendant de ce qu'il y a à l'épaule, on peut rajouter d'autres choses. Donc, des fois, il faut reconstruire l'os qui manque. Des fois, il faut rajouter une réparation en arrière. Donc, ça, c'est un spectrum. Mais la majorité des chirurgies de l'épaule pour l'instabilité, c'est des chirurgies qui sont
ce qu'on appelle chirurgie d'un jour, là, outpatient. Fait que les gens ils OK. vont rentrer, on fait ça soit avec une arthroscopie, soit avec une petite ouverture pour faire, dépendant de ce qu'il faut faire. Puis les gens, après ça, retournent à la maison. Les premières semaines, c'est vraiment juste un peu de récupérer la douleur, de diminuer la douleur, de diminuer l'inflammation. Puis après ça, on commence la physiothérapie. Ça va vraiment varier de la chirurgie, là, mais on suit un protocole. Puis la majorité du temps, avant genre d'avoir un niveau élevé pour retourner au sport, c'est à peu près 6 mois qu'il OK. faut passer. Quand Euh, même. ouais, surtout un niveau de sport à risque, là, je te dirais, mettons comme Ouais. un joueur de hockey ou d'autres. Là, moi, j'ai déjà eu beaucoup de patients là, comme skieurs professionnels ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est à peu près 6 mois avant qu'on notre tolérance de risque est assez bas pour qu'on laisse les gens retourner. OK. Puis ça, on s'entend souvent, ces athlètes-là, c'est dans des contextes en plus de réhabilitation optimale, là. Ouais. Ça, c'est Des des gens gens qui qui avaient. font de la physio tous les jours, des fois 3 fois par jour. Ils ont une équipe avec eux. Ils ont toutes les affaires de maximum availability. Ils ont de la technologie nouvelle, tout ça. Fait que, je te dirais pour la majorité des gens, oui, c'est des chirurgies qui fonctionnent très bien. Puis que 95% des gens ont un bon outcome. Mais c'est sûr que si on choisit pas la bonne chirurgie pour la bonne personne, ou Hmm. la réhabilitation n'est pas parfaite, puis ils vont soit retourner trop rapidement, ou ils vont avoir fait de la réhabilitation incomplète, ben là, ils vont récidiver. Donc ça arrive. Ou ils vont avoir diminution de mouvement dans l'épaule parce qu'ils n'ont pas fait une réhabilitation complète. Donc, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, mais je te dis, la majorité des gens, les premières 2 semaines, c'est vraiment plus concentré sur l'inflammation, la douleur. Après ça, on commence les mouvements. À 6 semaines, la majorité des gens ils se sentent beaucoup mieux, ils ont moins d'instabilité. À 3 mois, ils sont assez bien en termes de mouvement, puis ils recommencent vraiment à faire du renforcement, gagner leur force des muscles. Mais ça prend un bon 6 mois Quand même. à revenir de ça. Puis en pré-op, tu sais, surtout quand c'est des instabilités chroniques, à un moment donné, tu décides de faire un geste chirurgical, est-ce qu'il y a de la prehab qui peut être faite ou des exercices pré-op qui peuvent améliorer les outcomes ou Ben, je suis pas? pas sûr si c'est vraiment c'est pas prouvé en sens de, parce que c'est très difficile à quantifier, mais je te dirais que pour n'importe qui, puis c'est peut-être moins vrai avec l'instabilité, plus avec les autres pathologies qu'on parlait, là, mais la force musculaire va aider. Fait que s'ils peuvent jouer sur la force musculaire de la coiffe des rotateurs puis du deltoïde, c'est sûr qu'ils peuvent améliorer le post-op. Parce que pendant 3 mois, on diminue le renforcement. Fait que se faire un genre en banque, là, des points en banque, là, si on veut, là, Ouais, de muscles, ben, ça va aider parce que si on perd 50% de notre musculation à l'épaule après une chirurgie, ben, qu'on part de plus haut, ben, c'est plus facile de revoir après. Tandis que si on fait rien, puis surtout, ça dépend un peu du contexte. On sait au Québec, avoir une chirurgie, ça peut prendre 3, 6, 12 mois des fois pour ce genre ouais, de exactement. Les pathologie. délais peuvent être pas mal longs, là. Si tu fais pas grand-chose pendant 12 mois, puis après ça, tu fais pas grand-chose pendant 3 mois, tu sais, ça fait longtemps pour tes muscles, là. Fait que, moi, je te dirais que le mieux, c'est de rester actif, d'éviter les positions à risque, d'éviter les positions qui causent de la douleur puis qui causent de l'instabilité, puis vraiment de focuser sur de maintenir et d'augmenter la force de la coiffe des rotateurs. Puis ça, il y a des exercices assez faciles, simples. Soit aller sur Internet, regarder YouTube, il y en a beaucoup. Puis ça peut être juste avec des élastiques résistance, là, 5 livres, 10 livres. C'est pas besoin d'être très lourd, mais juste de Ouais. maintenir ça. Puis ça, c'est probablement la meilleure chose à faire. Très cool. Puis, tu sais, revenir un petit peu, fait que, tu sais, je pense que ça clôt un peu le volet instabilité. Par contre, tu sais, dans l'évaluation, tu sais, tantôt on a parlé de l'examen physique était vraiment utile. Tu sais, toi, quand tu évalues un épaule pour l'instabilité, c'est quoi les manœuvres que tu fais? Comment tu regardes ça exactement? Ouais, c'est une bonne chose. Fait que moi, je te dirais, j'ai peut-être pas la même vision que la majorité des gens. C'est sûr qu'un l'examen physique peut être excessivement détaillé, se regarde dans la littérature, il y a beaucoup de choses décrites là-dessus, tous les petits tests à voir. Pour moi, ce que je veux voir, la première chose, c'est m'assurer que c'est pas une pathologie bizarre, donc j'essaie de d'éliminer les autres choses. Je veux voir si la coiffe des rotateurs, les muscles, les nerfs, tout est normal. Puis après ça, j'examine vraiment, c'est pour voir quand est-ce qu'on peut récréer l'appréhension. Puis
le plus, en fait, avec le moins de mouvements qu'on recrée l'appréhension, pour moi, le pire, l'instabilité va être. Je te donne un exemple. Si, dans cette position-là, on sent l'instabilité, on sent de l'appréhension, c'est normal. Mais si je le sens ici, c'est pas normal. S'ils sentent quand ils sont là, c'est parce qu'il y a une augmentation en termes de soit d'instabilité, soit à cause de pathologie à l'os, soit pathologie au muscle. Fait après ça, moi, ça me fait penser, OK, j'ai d'autres choses à aller chercher, on va voir le même. Fait que c'est peut-être un ou une fois qu'on a confirmé le diagnostic, puis où ça peut être utile, c'est les gens qui ont une douleur un peu vague, puis qui ont pas un historique très clair. Toi, si tu me dis ton épaule a luxé, c'est clair. Mais quelqu'un dit, ah, ben, je joue au football, j'ai mal, blablabla, mais je n'ai pas jamais eu d'événement, je suis jamais allé à l'hôpital pour faire rentrer l'épaule dans l'articulation, j'ai pas eu c'est la personne sur le terrain qui m'a ramassé l'épaule, puis l'a remis dans. Fait que là, t'es comme, OK, ils ont mal à l'épaule, je suis pas trop sûr. Fait que là, c'est là où l'examen physique essaie de diagnostiquer les choses. Il y a des tests qu'on appelle le load and shift, où on essaie de recréer l'appréhension, l'instabilité, on essaie de sentir ça, puis on peut essayer de différencier entre une instabilité antérieure, postérieure, multidirectionnelle. Puis une fois qu'on a ces idées-là, avec l'histoire, avec l'examen physique, mais après ça, on peut savoir s'il faut demander une résonance magnétique, si on veut demander un CT scan, puis exactement les choses qu'on va chercher si on a ça. Qu'est-ce qui va te faire pencher plus pour un CT scan qu'un IRM pour une épaule? La majorité du temps, c'est quand on a besoin d'une chirurgie, on fait un CT scan. CT scan, c'est une modalité qui est beaucoup mieux pour voir l'os, la qualité de l'os, puis l'anatomie. La résonance magnétique est beaucoup mieux pour voir les tissus mous, donc tout ce qui est ligaments, coiffe des rotateurs, les muscles, les tendons. Fait que si, pour moi, j'ai besoin d'évaluer l'os, je fais un CT scan. Si j'ai besoin d'évaluer les tissus mous, je demande une résonance magnétique. Des fois, je demande les deux. C'est rare, mais ça arrive. Puis, est-ce que toi, systématiquement, tous les gens qui vont se faire opérer vont avoir un CT scan? Pas mal, oui. Il y a une portion de ça qui va être secondaire à juste la planification chirurgicale. Parce que, comme je t'ai dit, on veut éviter une récidive. Puis moi, ce que je veux pas faire une chirurgie puis d'avoir un taux de récidive de 15%. Je veux trouver la personne qui va avoir une récidive avec une chirurgie de base. Donc, en faisant le CT scan, j'essaie d'éliminer les causes de récidive. Puis si je vois un déficit osseux assez important, puis on peut le calculer, il y a plein de formules, et là, je peux changer ma chirurgie un peu pour remplacer l'os. Des choses qui auraient pu manquer sinon sur un RX normal, quoi que ce soit. Puis des fois, même quand tu mets la caméra dans l'épaule, tu peux pas quantifier aussi bien qu'on pense. On pense qu'on quantifie super bien, mais c'est difficile parce que l'angle est un peu bizarre, puis il y a plein de choses. C'est mieux de faire ça plus data-driven, plus par la science, puis evidence-based, puis après ça, ben, fait ça. Fait que moi, c'est plus mon systématique, là, c'est un peu plus ma prise en charge. OK, cool. OK. Écoute, c'est quand même pas mal éclairant pour tout ce qui est instabilité. Après ça, je pense qu'on a mentionné la capsulite, les problèmes au niveau de la coiffe des rotateurs, puis l'arthrose. Je pense que l'arthrose est comme quelque chose de très prévalent au final. Je pense que moi, je reçois énormément de questions sur comment je peux prévenir l'arthrose. Une fois que j'en ai, qu'est-ce que je peux faire pour mitiger les symptômes ou prévenir que ça se détériore dans le temps? Je pense qu'on pourrait faire un peu la même chose. Comment tu évalues une douleur à l'épaule qui semble être causée par de l'arthrose, puis à partir de là, comment qu'on... en fait, c'est quoi, même en amont, c'est quoi les facteurs de risque, comment qu'on l'évalue, puis après ça, c'est quoi comme l'espèce de continuum de traitement qu'on peut faire pour de l'arthrose à l'épaule? Ouais, je pense que c'est super bon. Tout le monde connaît l'arthrose de genou, l'arthrose de hanche, très commun au Québec, partout dans le monde, mais au Québec, on sait qu'il y a eu beaucoup de poussées par le gouvernement, je pense, je dirais, début de l'année 2000, là, pour essayer d'augmenter l'accès à ça, parce que ça a tellement une amélioration de la qualité de vie, les chirurgies, puis les traitements de ça. L'épaule, comme pas aussi prévalent en termes de discussion là, dans le populaire puis dans les médias, mais augmente beaucoup la qualité de vie aussi. En contrepartie, quand tu as de l'arthrose d'épaule, ta qualité de vie est affectée beaucoup. Ouais, c'est clair. Fait il y a plusieurs facteurs de risque. Encore, génétique fait une partie, post-trauma.
Donc, les gens qui ont eu une luxation, c'est un facteur de risque. Les gens qui ont eu une fracture, c'est un facteur de risque. Il y a d'autres choses comme ce qu'on appelle la nécrose vasculaire. Ça, il y a des facteurs de risque spécifiques pour la nécrose vasculaire, donc prise de stéroïdes, des gens qui ont eu la chimiothérapie, des gens qui ont prise d'alcool trop augmentée. Il y a beaucoup de facteurs de risque par rapport à ça. Mais quand tu veux dire la prise de stéroïdes, tu veux dire corticostéroïdes? Corticostéroïdes, oui, en haute dose habituellement. Donc, on sait les gens qui ont, mettons, une maladie inflammatoire, qui ont eu des traitements pulsatiles, donc qui ont eu, mettons, des hautes doses de cortico pour traiter initialement une maladie réfractaire, on sait qu'ils ont une augmentation du risque. C'est la même chose pour la chimio. Souvent, les jeunes qui ont de la chimio pour un cancer sanguin, ils vont avoir des hautes doses de corticostéroïdes pour essayer d'augmenter leur chance de survie. Puis ça peut causer une nécrose vasculaire. Ça diminue l'apport sanguin dans l'os, puis ça cause un infarctus de l'os. C'est comme un infarctus du myocarde, mais dans l'os. Puis malheureusement, l'os n'est pas toujours capable de ramener du nouveau sang, puis des nouvelles façons de remodeler. Donc, malheureusement, il n'y a plus d'os viable, puis l'os non viable ne réagit pas bien aux forces de contact. Fait qu'on utilise l'épaule de la même façon, mais c'est comme si on avait des fondations qui sont plus bonnes dans la maison, puis on continue à s'en servir pareil, mais à un moment donné, on tombe dans le sous-sol, puis on tombe. C'est comme un peu comme ça, les fondations en ruine, mais c'est un peu la même chose. On a l'extérieur est parfait, mais en dessous, ça ne l'est pas, puis tranquillement, le niveau descend, puis après ça, la boule est plus ronde, la boule est carrée, octogone, whatever, puis là, on change les forces de contact. Puis dès qu'on change les forces de contact, n'importe quelle articulation dans le corps, si dans le genou, dans la hanche, dans la cheville, le corps est fait pour être d'une façon. Puis quand on change quelque chose, c'est un peu comme changer une recette. Des fois, ça n'a pas trop de différence, mais quand c'est un dessert, tu mets 2 cuillères de sel au lieu de une cuillère de sucre, c'est sûr que ton gâteau il sera plus bon. Fait que c'est un peu la même chose. Puis tu sais, ça prend pas grand-chose. Souvent, là, puis après ça, c'est juste un train qui ne peut plus arrêter. C'est one-way street. Là. L'arthrose, il y a juste une façon que ça peut aller. C'est de pire en pire. Tout ce qu'on a fait, nous, c'est d'arrêter. Hein? Ouais, c'est ça. C'est d'arrêter. Non, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Pour l'arthrose, c'est une progression. Puis nos modalités non chirurgicales, tout ce qu'ils font, c'est d'essayer de ralentir le train. Mais le train est parti. Il n'y a pas de façon de là. Jusqu'à temps qu'on trouve la solution pour ça, qui est probablement à base de cellules souches. On n'a pas de solution comme magique. On a juste des thérapies de remplacement éventuel. Puis, puis on parlera un peu de l'aspect tout chirurgical de ça, mais tu sais, je vais juste revenir un peu à ce que tu disais sur, justement, tu sais, quand il y a une nécrose vasculaire, il y a moins d'apport sanguin, donc ça entraîne des conséquences au niveau de la réactivité de l'os aux forces mécaniques. Et ça, c'est une affaire, je pense que c'est important que le monde faut comprenne, c'est que souvent, on a l'impression que des os, c'est quelque chose de statique. Une fois que tu as fini de grandir, ton os, il est là, le but, c'est de le garder solide. Mais il faut comprendre que c'est un processus dynamique. Le remodelage osseux, ça se fait constamment. Tu as toujours une espèce de dichotomie entre la déposition puis la résorption osseuse. Puis ça va être très dépendant au cours de ta vie de ce que tu fais comme activité physique, le load mécanique qui va être principalement le principal driver pour accentuer ta phase un peu plus ostéoblastique, là, où tu vas avoir plus du remodelage osseux qui va le rendre un peu plus fort. Fait que c'est pour ça que c'est dans un aspect de préservation de fonction, que ça soit n'importe quelle articulation, d'avoir un stress mécanique est vraiment important au niveau de la santé osseuse. Par contre, comme tu le dis, quand il y a quelque chose en arrière de ça qui cause une pathologie, ce stress mécanique-là peut devenir vraiment problématique. Puis souvent, c'est ça l'affaire. Ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est quelque chose, je ne sais pas s'il y a un lien, mais les gens qui sont très athlétiques ou qui ont une énorme masse musculaire ou qui sont très en forme, puis qui ont une bonne masse, une bonne stabilité des épaules, souvent quand ces gens-là arrivent à avoir de la douleur secondaire à l'arthrose, c'est super avancé. Là.
Mhm. Tu sais, on arrive, on est comme, oh my God, OK, ça, c'est vraiment de l'arthrose. Y a-tu vraiment un lien? C'est-tu... Je suis pas sûr que ça a jamais été comme prouvé, mais c'est sûr que ça. Ce qui arrive, c'est que les gens peuvent compenser à un certain point pour beaucoup de choses. Ouais, Et l'hypertrophie musculaire compense beaucoup pour certaines pathologies, dont la coiffe des rotateurs, qui est probablement le plus commun en termes d'affecter. Les gens sont affectés par la coiffe des rotateurs, c'est comme 75% du monde. ouais. Puis l'arthrose, c'est aussi vrai pour l'arthrose. Fait que je te dirais oui. Puis d'autres choses, c'est les gens qui ont une hyper masse musculaire, ils mettent beaucoup plus de force de contact à travers l'articulation. Fait que c'est sûr qu'eux, quand il va y avoir une imbalance, tu sais, ça prend pas beaucoup, là. Il faut juste qu'il y ait un petit problème, puis après ça va juste s'accentuer plus parce qu'ils ont plus de force. Je comprends. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais. L'arthrose, c'est très commun. Ouais. Et jusqu'à récemment, surtout au Canada puis au Québec, beaucoup de monde comprennent mal les traitements à faire pour ça. Ouais, vas-y donc. Puis je te dirais, le nombre de fois que des gens se sont référés eux-mêmes pour me voir, surtout au Québec, là, parce que quelqu'un leur a dit il n'y a rien à faire, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de traitement. C'est comme incroyable. Puis la réalité, c'est que c'est pas vrai. Puis nos traitements sont, surtout chirurgicaux, quand c'est rendu là, sont excessivement bons. Puis ils sont mieux maintenant qu'ils étaient il y a 20 ans. Puis les fonctions capables, c'est qu'on regarde aller chercher après une chirurgie, sont comme presque normales avec la majorité. Sérieusement, hein? Parce que tu sais, Ouais. on entend tellement une prothèse de hanche, prothèse de genou, mais une prothèse d'épaule pour l'arthrose, c'est quelque chose qu'on n'entend pas parler. Puis, est-ce que les gens sont sous-référés en orthopédie pour des problèmes 100%. d'arthrose? Ah ouais, hein? 100%. Je dirais l'épaule, la hanche, le genou, c'est facile. L'épaule, ça a augmenté beaucoup au Québec, là, je te dirais, depuis les 10 dernières années. Mais il y a encore un genre de dogme, encore une pensée que pas grand-chose à faire avec l'épaule. Puis quand tu fais une prothèse, t'as pas grand-chose à faire non plus. C'est comme pogné avec une épaule qui bouge pas. Puis c'est pas vrai. C'est aussi basé sur des anciennes choses qui sont plus vraies en termes de technologie. Puis on peut en OK. parler un peu là, mais juste finir, mettons, plus sur comment ça arrive, puis c'est quoi le processus, puis c'est comment on peut le traiter un peu là, Ouais. avant la chirurgie, parce que ça, c'est probablement ce qui va impacter le plus de monde au début. Fait que les précautions, il n'y en a pas énormes, mais c'est sûr que les gens qui ont un travail qui est très difficile sur les épaules, surtout au-dessus de la tête, au-dessus des épaules, Ouais, les peintres, là, c'est fou. ça met un stress sur l'articulation qui est beaucoup supraphysiologique. N'importe quand on a un stress supraphysiologique, ça va augmenter les risques. Fait que, tu sais, pour l'arthrose, on ne peut pas changer notre génétique, impossible. On peut éviter les traumas. Fait que c'est sûr que si on est capable d'éviter les traumas, c'est bien, mais il n'y a personne qui dit ce matin, moi, je veux rentrer dans un accident d'auto. Je pense que C'est ça. c'est pas, ben, peut-être, là, mais c'est rare. Puis après ça, ben, il y a des choses qu'on peut changer. Fait que le travail, si on a toujours mal à l'épaule avec le travail, il faut commencer à y penser. Est-ce qu'il y a l'ergonomie qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut adapter le travail, essayer de trouver ça? Puis la dernière chose, c'est vraiment en termes de positionnel, whatever, c'est le renforcement musculaire pour pallier au-delà. C'est pas de la prévention, mais ça va venir genre aider quand les problèmes commencent, puis ça va aider à pallier à ces problèmes-là. Ouais. Puis Fait que ça, préserver la fonction, ouais. ouais, ça c'est comme pas mal de base. Après ça, il y a d'autres types de traitements que je te dirais que la science est plus ou moins forte par rapport à ça. Tout ce qui est arthrose, tu sais, il y a les suppléments, on voit ça, là, Ouais. les suppléments en termes de chondroïtine puis de choses, tu sais, de Ouais. traitements comme ça. Très, très à la mode, en fait. Tu sais, les gens c'est ça, comme tu dis, chondroïtine, vont prendre plein d'autres suppléments qui sont vendus comme quoi que ça pourrait aider l'arthrose, mais au final, je pense pas que ça bouge vraiment. C'est ça, c'est pas clair. C'est Ouais. sûr qu'il y a des grosses études qui ont été faites, surtout aux États-Unis, mais dans le reste du monde aussi, je dirais que les résultats sont mitigés. Il y a probablement, en fait, il y a sûrement pas de négatif à Hmm. les prendre. Pour certaines personnes, il y a une amélioration peut-être en termes de la symptomatologie, mais pas en termes de ralentissement de la pathologie. Je comprends. Est-ce que ça vaut la peine s'il y a quelque chose de relativement
inoffensif, je te dirais, en termes de physique. C'est sûr que c'est un coût associé, là, mais bas risque. Le risque est assez bas, puis après ça, peut-être ça va aider. Je pense que ça peut être une option. Surtout, je sais pas si c'est de la mode au Canada aussi là, en ce moment, mais pour les chiens maintenant, c'est devenu vraiment une grosse mode. Puis de façon anecdotique, je pense que les chiens, ils n'ont pas vraiment l'effet placebo, parce qu'ils s'en rendent pas compte. Là, je dirais que ça tend à marcher un peu quand même. Fait qu'il y a quelque chose de base dans la science qui c'est logique, mais on n'est pas sûr si ça a vraiment un effet clinique. Fait que, moi, ça serait comme mon de base. Après ça, c'est surtout le traitement symptomatologique. Fait que Tylenol, anti-inflammatoire, puis comme on a dit, éviter les positions, les choses, les activités qui vont faire déclencher ça. Une fois qu'on est rendu un peu plus loin, là, on a mal, on n'est pas capable de dormir souvent la nuit, après une grosse journée, on n'est pas capable de travailler, pas capable de faire notre travail. Là, on va voir quelqu'un, on a une radiographie. Ah, ouais, vous avez de l'arthrose. Puis après ça, les prochains traitements, j'ai essayé tout ça, puis j'ai encore mal. Là, souvent, dépendant de la personnalité du patient, dépendant de leur degré d'activité ou de diminution de fonction, ça va être est-ce que c'est chirurgical tout de suite ou est-ce que non, plutôt on veut pas de chirurgie, on va essayer d'autres choses. Puis les autres choses, c'est souvent des injections. Mm-hmm. Fait que les injections, ça va être des injections soit de cortisone, soit des injections d'acide hyaluronique. Donc ça, c'est comme un remplacement d'huile, comme j'explique à mes patients souvent. La viscosupplémentation, dans le fond. La viscosupplémentation, mais c'est comme essentiellement ajouter de la lubrification dans l'articulation. Ça a aussi un effet anti-inflammatoire. Puis combiné ensemble, ça donne une amélioration de la douleur, des symptômes. Mais comme tu as bien expliqué, ça renverse rien au niveau de l'arthrose. Ça renverse rien au niveau de tous les processus qui sont là. On est vraiment plus dans le contrôle des symptômes puis préservation de la fonction. Oui. Puis peut-être diminution de la progression rapide, mais c'est pas clair. Puis je dirais que c'est plus non que oui. C'est plus que ça va juste maintenir où est-ce qu'on est, puis pas tant que ça non plus. Puis là, l'autre option qui est plus à la mode, là, je sais pas si c'est beaucoup, c'est le PRP. Là, J'en entends parler à tous les jours. Ouais, le platelet rich plasma qu'on appelle ça. Ça c'est qu'on prend le sang autologue des patients, on fait passer par une machine qui extrait le plasma avec les plaquettes. Puis là, on le fait centrifuger dans une autre machine, puis après ça, on réinjecte ça. Puis ça, juste faire un petit topo de PRP, ça peut être utilisé pour quoi, là, parce que le range de ça va de la perte de cheveux jusque dans, on dirait, tout présentement. En médecine, quand on trouve quelque chose qui marche, souvent, on essaie de l'utiliser à beaucoup d'autres places. Fait que je sais pas si le monde qui va écouter ça, ils savent, mais le Viagra, au début, c'était un médicament pour les poumons, pour l'hypertension pulmonaire. Puis ils se sont rendus compte que les participants de l'étude ne voulaient pas redonner leurs médicaments à la fin, surtout les hommes qui étaient d'un certain âge, parce qu'il y avait un effet secondaire intéressant. Fait que c'est un peu la même chose. Beaucoup de médicaments pour arrêter de fumer, c'est des antidépresseurs à doses différentes. Le but, c'est juste de dire qu'une fois qu'on trouve quelque chose qui peut peut-être marcher, on essaie à toutes les sauces. Surtout s'il y a un effet scientifique possible, logique. C'est sûr que je ne mettrais pas du PRP pour une tumeur, ça n'a pas de logique. Mais pour un processus inflammatoire, un peu partout dans le corps, ça peut avoir c'est un processus logique scientifique, fait que les gens vont l'essayer. En orthopédie, la majorité du temps, on voit ça dans l'arthrose, dans les tendinopathies. Tendinopathie veut dire inflammation d'un tendon, sont dans la coiffe des rotateurs, dans le genou, dans le coude, le tennis elbow, l'épicondylite, dans le tendon d'Achille. Fait qu'il y a beaucoup n'importe où il y a des hits, là, des tendinites, on va essayer de l'injecter. Puis dans les arthroses, fait dans les articulations. Puis dans le volet, juste faire une parenthèse, vu que c'est un sujet vraiment à la mode, là, le PRP, moi, initialement, les premières fois que j'ai entendu parler de ça, ça fait plusieurs années. Là. C'était surtout utilisé dans les tendinopathies où il y avait plus de littérature au niveau achilléen, principalement, puis rotuléen.
Puis juste le processus, comme tu dis, c'était pas injecté dans l'articulation. C'était injecté vraiment dans le tendon, dans la partie qui était plus tendinopathique, là, si on veut. Mais après ça, venait aussi tout un programme de réhabilitation pour stimuler un peu la réparation puis le turnover cellulaire. Puis c'est un peu la même chose pour ce que tu as mentionné au niveau des tendinites, etc. Là. Est-ce que, puis, tu sais, moi, ce que j'avais comme notion, c'était vraiment plus dans le contexte de problèmes chroniques. Y a-t-il de la littérature sur des problèmes vraiment aigus, genre de plus tendinite, ou c'est plus dans les tendinoses? Il y a des. Il n'est pas vraiment dans les pathologies aiguës, à ce que je sache. Il y a beaucoup de littérature dans l'épaule pour la coiffe des rotateurs, puis pour l'épicondylite du coude, parce que épaule-coude, c'est relié ensemble en termes de chirurgie. Mais principalement pour la coiffe des rotateurs, il y a probablement un effet positif. C'est difficile de savoir si c'est beaucoup mieux ou mieux que la cortisone tout seul en termes d'effets cliniques. C'est sûr que quand on associe ça toujours avec une thérapie de réadaptation, une physiothérapie, la physiothérapie seule a un effet, mais thérapie plus injection a plus d'effet. Je pense qu'il y a un effet. Je pense que ça peut être positif. Puis, la littérature habituellement dit comme la plus grosse différence, c'est comme entre 3 et 6 mois qu'on va voir vraiment la différence par rapport à d'autres thérapies plus conventionnelles, si on veut dire corticostéroïdes ou rien. Mais c'est difficile de dire la différence à 2 ans. Ça se peut qu'il y ait un effet, mais on n'est pas clair exactement si ça perdure. À 2 ans, il y a encore l'effet. C'est difficile de dire. Dans l'aigu, il n'y a pas vraiment... Puis le PRP, ça peut être répété. T'sais, dans un contexte d'arthrose intra-articulaire ou tendineuse, c'est quelque chose qui peut être refait. Oui. Souvent, ça peut être 2 à 3 fois, là, les gens vont faire ça. OK. La cortisone, on aime moins répéter ça, on le fait. Surtout pour les gens qui ont peut-être, je sais pas, qui ont des comorbidités médicales qui vont rendre la chirurgie plus à risque. Ouais. Il y a des gens qui vont dire ton risque chirurgical est 10%, ben moi je veux pas de chirurgie, je veux pas mourir pour mon épaule. Je préfère vivre avec une épaule qui a moins de douleur, puis je vais faire de la cortisone. La raison pour qu'on n'aime pas la cortisone à long terme, c'est parce qu'il y a un effet secondaire. La cortisone marche bien au début, mais diminue la possibilité de guérison à long terme. Puis on voit des changements calcifiques qui se font. Quelqu'un qui a eu 40 injections de cortisone, quand moi je fais une chirurgie, on le sait, puis c'est la qualité des tissus est vraiment poche. Pour moi, je le fais 1 fois, 2 fois, des fois 3 fois, puis that's it. À moins qu'il y ait vraiment une problématique qui va prévenir les patients d'avoir une chirurgie. Ça arrive. J'ai des patients de 90 ans qui ont un FEVG à 20%, puis qui ont O2 à la maison, puis ils disent, moi, je veux pas mourir sur la table. Ben non. Oui, ça fait pas de sens. Là, mais il faut juste que tout le monde ait la même, sa même page. Fait que ça, c'est ça. Je te dirais pour le PRP en d'autres situations, il y a des gens qui ont essayé lors des chirurgies de supplémenter avec le PRP, d'autres cellules souches, d'autres choses de même. Puis c'est possible qu'il y ait un effet, mais encore une fois, c'est difficile. C'est des petites études. Habituellement, c'est pas des gros nombres de patients. Fait que de dire avec certitude que oui, ça aide ou non, c'est difficile, je te dirais. OK. Puis en arthrose, c'est aussi injecté au niveau intra-articulaire? Ouais, c'est en intra-articulaire. Puis encore une fois, là, j'ai pas vraiment de base pour dire que c'est mieux que la cortisone. C'est différent. Comme j'ai dit, les gens vont laisser un peu partout. C'est clair qu'il y a un effet anti-inflammatoire un peu au début. Un peu la même chose avec l'acide hyaluronique, puis avec la cortisone aussi, très puissant. Puis ça va aider pour la douleur, peu importe. Okay. La question, c'est si ça dure plus longtemps ou pas. Fait que c'est un peu difficile de dire. Puis surtout, nous autres, c'est dans un contexte aussi, comme tu l'as dit un peu avec les suppléments, que ce soit n'importe quoi là, dans la vie ou n'importe quel traitement, il y a toujours une espèce de risque, bénéfice, coût aussi associé à ça. Puis si on l'avait à mettre sur une matrice pour ce qui est de l'arthrose au niveau de l'épaule, le PRP score très fort en niveau de coût. Bénéfice semble mitigé, risque assez faible.
Là, c'est une question à un moment donné où le coût va avoir plus de poids dans l'argumentation. Ouais. Le PRP, c'est vraiment pas donné là, Non, c'est ça. Puis comme c'est au thérapie. privé, c'est pas couvert. Puis c'est vraiment basé sur. C'est sûr que si tu es un athlète qui joue dans une ligue nationale, tu peux te payer le PRP. Le risque est bas, le potentiel de fonctionner est haut, puis pourquoi pas, tu sais. Ouais. Mais si tu travailles salaire minimum, puis pour moi, l'effet est pas là garanti, puis c'est quand même très cher, ben c'est pas comme je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, qui sont Ouais, dans plus. ce cas-là, je pense que ça vaut plus la peine d'investir un montant similaire en physiothérapie. Tu pourras en avoir plusieurs sessions pour ce prix-là, puis probablement que tu vas avoir un meilleur contrôle de tes symptômes à long terme. Mais comme tu dis, c'est Exactement. du cas par cas. Là. Ouais. OK. OK. Puis pour l'arthrose, après ça, quand tu es rendu à un stade où on a fait les corticostéroïdes, l'acide hyaluronique, on a fait aussi le PRP au besoin. On a essayé ça plein de fois. On a fait la réhab, puis là, écoute, les symptômes sont trop intenses ou, de par l'individu, on décide d'avoir une approche chirurgicale. C'est quoi les options par rapport à ça? Ouais. C'est une notion de resurfaçage? Est-ce que ça Ouais, existe, cette histoire-là? Ouais. c'est une bonne idée. Fait que, de un, la chose la plus importante que tu as dit, c'est pour moi, t'es pas obligé de passer par toutes les étapes. Tu sais, si ton épaule est finie, ton épaule est finie. Que je mette une Ouais. injection là-dedans 10 fois avant, pour moi, ça n'a pas rapport. Moi, je traite le patient de façon individuelle. Fait qu'on voit un patient, tu as une douleur à l'épaule, ta qualité de vie est affectée, tu as fait un essai de traitement non chirurgical, tu n'as pas une amélioration de la qualité de vie à un niveau que tu veux, tu as un rayon X qui démontre de l'arthrose, tu peux avoir une opération. Ça, c'est comme ça que Ouais. je le vois. C'est pas exactement toujours comme ça que ça a été. Puis je te dirais beaucoup de monde encore au Canada puis au Québec en particulier vont dire ben t'as pas essayé ça pendant un an ou whatever, whatever. Tu sais, puis ils vont vraiment le faire de façon séquentielle. Mais pour moi, c'est pas vraiment la réalité. Puis à moins d'avoir une contre-indication médicale, quelqu'un qui a une pathologie au rayon X, au CT scan, whatever, qui a une affectation de sa qualité de vie, puis essayer de base, pour être sûr que c'est pas comme un petit quelque chose qui va passer. Parce que la dernière chose que je voudrais faire, c'est quelqu'un qui a 2 semaines de douleur, on cédule pour une prothèse. Finalement, on fait sa prothèse dans 3 mois, puis il a plus mal. Puis là, il dit, ben, je suis déjà booké, fait que comme j'ai ma réservation, je veux pas la perdre, fait que je vais faire ma prothèse. C'est Ouais, comme c'est ça. non, là. Je pense que c'est un super bon conseil. Hein. On le voit aussi dans la colonne, des gens qui vont avoir des symptômes. Ouais, Puis là, finalement, oups, ils n'en ont plus. Est-ce que je fais ma chirurgie encore? Ben, absolument pas. Le meilleur traitement, c'est toujours le moins invasif en premier. En c'est termes sûr. de. Quand les symptômes sont contrôlés, ça, c'est sûr et certain. Quand t'as attendu un an là, pour ta chirurgie, il y en a Ouais. qui c'est comme avoir une table à un Michelin 3 étoiles. Là. Ils disent, Ouais. ben non, moi je vais pas perdre ça. Là, fait que, je pense que c'est important d'avoir des bonnes discussions avec le médecin ou avec le chirurgien, puis de tenir au courant, si d'après un mois. Moi, ça m'arrive souvent là, que je vois un patient, puis je le revois une fois en 6 à 8 semaines après pour être sûr que avant de le booker pour une chirurgie. Puis quand on book pour les chirurgies, ben, pour l'épaule, il y a comme un spectre. On parle de remplacement quand on fait de l'arthrose. Puis il y a des prothèses simples qu'on appelle anatomiques. Donc ça veut dire qu'on prend la boule, le cartilage, on coupe, on remplace avec une boule de métal, avec quelque chose qui rentre dans l'humérus. Ça peut être une tige, ça peut être une petite mini-tige comme ça. Puis après ça, on resurface l'articulation. Habituellement, c'est avec qu'on appelle un polyéthylène, un plastique qui est hautement pressurisé. Puis ça, c'est dans le fond, on va enlever le reste du cartilage de la glénone, puis on va mettre genre un plastique par-dessus. Puis OK. ça devient la nouvelle articulation. Puis là, l'articulation est refaite. Puis quelqu'un qui a une épaule normale, puis qu'on refait ça, 20-25 ans, je pense que c'est très, très commun en termes de survie pour ces prothèses-là. Quand même. Puis c'est sûr, ça va rentrer dans le choix aussi de type de traitement. Là. Si quelqu'un a 42 ans, de mettre une prothèse, est-ce que tu peux les réviser après? Est-ce que. On peut, Ouais. et on le fait. Puis je te dirais que moi, la personne la plus jeune, personnellement, que j'ai fait une prothèse d'épaule, non, plus jeune, 28 ans. Arthrite rhumatoïde?
En fait, c'est un trauma vraiment, Trauma. vraiment non reconstructible. Après ça, avec une nécrose avasculaire, puis OK. il n'y a pas d'autre option. Fait Ouais. on en fait. Mais c'est sûr que cette personne-là va avoir des révisions à faire. On OK. peut Puis de fois réviser. en fois que tu révises, j'imagine que ça pourrait devenir un petit peu plus restrictif au niveau. Ouais, c'est beaucoup plus difficile aussi. Il y a plus de Ouais. risques associés. Ouais. Puis la hanche, il y a plus d'os. L'épaule, il y a moins d'os, tu sais, c'est Ouais. plus petit. Fait que de plus en plus difficile, mais faisable. Tu sais, il y a beaucoup de nouvelles technologies, puis on va en venir. Là, mais fait que dans le fond, la prothèse standard, c'est ça. Il y a des gens qui vont faire une OK. prothèse, une hémi-prothèse, fait qu'ils vont juste resurfacer la boule, euh, puis laisser l'autre côté intact. Surtout, ça, c'est plus les gens qui vont avoir une nécrose avasculaire, parce que c'est là où est-ce qu'il y a la pathologie. Puis, s'ils n'ont pas encore développé de grosses arthroses, ben, l'autre côté peut être encore assez bien, Hmm. puis ils n'ont pas besoin de faire les deux côtés. Mais Ça peut. tu vas Ouais. préserver D'une certaine façon, c'est un ouais. peu contre-intuitif. Là. Des fois aussi, on augmente la pression parce que le métal est plus dur que le cartilage. Fait qu'on on peut pas vraiment. C'est possible de pas avoir énormément de bénéfices, mais de façon relative, on essaie de préserver ça. Fait que si, tu sais, moi, si j'ai un patient qui a 22 ans où il y a eu une grosse chimio, puis des arthroses une nécrose vasculaire bilatérale, on peut faire une hémiprothèse. Puis dans 10 ans, on fera une prothèse totale. Puis après Je ça, vois. dans 20 ans, on fera une prothèse révision. Fait OK. que ça, c'était ça. Puis après ça, la nouvelle chose de peut-être depuis 25 ans, ça fait pas si neuf, là, parce que, mais l'autre, on parle de, ça fait 70 ans là, que les prothèses d'épaule existent, avec la technologie qui s'améliore, là. Mais c'est la prothèse inversée qu'on appelle. Donc ça, c'est développé pour les gens qui ont des problèmes de coiffe des rotateurs et de l'arthrose secondaire pour essayer de changer la mécanique. On prend la boule, puis on la remplace de l'autre bord. Donc là, on met une boule sur l'omoplate ou sur la glène, puis on met une coupe dans l'articulation de l'épaule sur l'humérus. Puis ça, c'est comme pourquoi on aurait fait ça, ça n'a pas de Ouais. bon sens. Mais la réalité, c'est qu'en faisant ça, on change la force mécanique de l'épaule, puis on n'a plus besoin de la coiffe des rotateurs pour faire une stabilité, parce que l'articulation devient, on appelle ça relativement restreinte. Et c'est ça, on appelle ça, c'est comme un semi-constrained. Il n'y a pas de beau mot en français là, qui dit ça, mais c'est pas comme une obligatoire d'être une articulation, mais parce qu'il y a une plus grande surface, puis l'épaule tire l'humérus vers l'omoplate, et ça crée une stabilité secondaire. Donc, on a moins besoin de la coiffe des rotateurs. Donc, on peut faire ça chez les gens qui ont des coiffes de rotateurs non reconstructibles qui vont développer de l'arthrose. Ça, c'est la prothèse inversée. Puis, tu sais, ça fait peut-être 18 ans, 15 ans qu'elle existe au Canada. Ouais, 15-18 ans, qui a été approuvée par Santé Canada puis l'FDA. Puis, depuis ce temps-là, il y a eu 2 nouvelles générations de ça. Fait que je dirais depuis 5-7 ans, là, la dernière génération de ces prothèses-là est excessivement puissante, fonctionne très bien, puis donne vraiment des bons résultats Hmm. pour ces Puis patients. même durée de vie que la prothèse Ouais, on standard. pense comme même plus, là, probablement 30 ans. Euh, Habituellement, ils sont faits chez les patients plus vieux. C'est sûr que les patients plus vieux Ouais. utilisent moins leur épaule. Fait que c'est un peu comme quand grand-maman a une auto, ben, elle conduit juste le dimanche. L'auto des années 70, elle l'a encore. Tandis que moi, mon auto, à tous les 3 ans, plus de frein, plus de pneus, puis fait que c'est un peu comme Juste ça. deux puis rentre. OK. Ouais. Cool. Fait que ça, on a-tu fait le tour de l'arthrose? Pas mal. C'est drôle parce que la dernière prothèse, la prothèse inversée, c'est vraiment un lien entre l'arthrose simple puis la coiffe des rotateurs. Right. Parce que la coiffe des rotateurs, comme j'ai dit, c'est les 4 muscles. Puis Ouais. c'est un Qui spectrum. sont quoi, là, tu sais, pour. Ouais, c'est le que- sous-scapulaire, le supraépineux, l'infraépineux, puis le petit rond, ou en anglais, teres minor, infraspinatus, supraspinatus, subscapularis. Ça, c'est en anglais et en latin. Fait que souvent, les noms de muscles en anglais sont les noms latins, puis en français, on a donné un nom un peu plus français, surtout au Québec. Puis, fait que ça, ces 4 muscles-là. Le spectrum de la pathologie, de la maladie, c'est vraiment de la vingtaine jusqu'à 80-90 ans, jusqu'à la Ouais. mort. La, réla- tu sais, la
Ça, c'est très, très global, là. C'est très simpliste un peu, là. Mais habituellement, ce qui arrive, c'est que les gens vont avoir des étirements ou un peu une douleur. Après ça, il y a de la tendinopathie. Donc, ça, c'est de l'inflammation locale, souvent secondaire à une surutilisation par rapport à la mécanique. Fait que si tu as une mécanique normale, c'est vraiment une grosse surutilisation. Si tu as une mécanique anormale à cause de X, Y, Z, ou tu as une génétique, ou whatever, ça peut être une utilisation normale, mais relativement à ta pathologie, c'est supraphysiologique. Je comprends. Fait que ça, Puis, les gens vont avoir une inflammation, ouais. tu sais, au niveau de la coiffe des rotateurs, y a-tu un lien avec le type d'acromion qui peut être plus On prédisposant ou pensait c'est ça un pendant mythe? longtemps, là, que les Ouais. gens avec une... Mais la réalité, c'est que, tu sais, je te parlais en fellowship, là, c'est la recherche qu'on a faite avec les ultrasons sur les gens avec des épaules normales. Ça a vraiment prouvé que la, la déchirure a rien à voir avec la morphologie de l'os autour. C'est une pathologie qui est assez prédictible, surtout la coiffe dégénérative, c'est différent de la coiffe traumatique. Les gens qui ont un trauma, c'est pas la même game. Puis il y Ouais. a un autre type de coiffe des rotateurs qu'on n'a pas vraiment parlé parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de baseball au Québec, mais c'est souvent pour les gens qui ont une qui sont des overhead athletes, là, des lanceurs, des quarterbacks, des choses comme ça. Puis ça, c'est une coiffe des rotateurs, une déchirure avec une impaction. Puis ça n'a pas rapport avec la même chose. C'est OK. vraiment différent. Une autre physiopathologie complètement. Une autre physiopathologie, on appelle ça le déficit global de rotation interne, ou en anglais GERD, Glenohumeral Internal Deficit. Ça, c'est les gens qui vont, d'un côté, être capables d'aller chercher jusqu'en arrière, Ouais. puis de l'autre côté, ils sont pas capables, mais après ça, ils sont pas capables de diminuer, puis de l'autre côté, ils sont capables de normal. Puis ça, ces gens-là vont causer une anomalie au niveau des structures postérieures de l'épaule. Puis ça va avoir un impact. Fait qu'à chaque fois qu'ils font un lancer, l'humérus va impacter au niveau de la glène, puis ça va déchirer par effritement la coiffe rotatoire postérieure supérieure. OK. Mais Complètement c'est différent. une autre Ouais, pathologie. Comme c'est rare, je voulais pas trop focuser là-dessus. correct. Au moins, Pour la au moins, on coiffe le sait. rotatoire, ouais, c'est ça. Fait que le monde va avoir de l'inflammation, puis that's it. Puis après ça, ils vont avoir tendinopathie, tendinose. Ouais, ouais. Puis après ça, ils vont avoir de la déchirure partielle. Puis c'est là où je te disais, la recherche qu'on a faite a prouvé que la majorité des déchirures, même la presque totalité des déchirures dégénératives, commencent vers le même endroit de la coiffe, dans le milieu de la coiffe, à l'endroit qui est hypovascularisé. Puis, c'est les mouvements répétitifs qui vont causer ça. Fait que là, ils vont avoir des déchirures, ce qu'on appelle partielles. C'est toujours difficile de vulgariser ça en l'histopathologie d'un problème pour mes patients, mais la meilleure façon que j'ai trouvé à expliquer ça, c'est que la coiffe des roteurs, c'est comme une corde de bateau. À date, je te suis. OK. Une déchirure partielle, c'est comme si tu prenais un couteau à pain, puis tu commençais à couper un peu puis il y a quelques fibres qui partaient ici là, mais la corde est encore en continuité. Puis là, une déchirure partielle devient de plus en plus prononcée quand il y a 30%, 40%, 50%. Puis à un moment donné, cette déchirure partielle-là devient critique, puis il y a quelque chose qui va arriver, soit un mouvement répétitif, puis là, la déchirure va devenir totale. Puis là, c'est comme si on coupait la corde complètement. Right. Fait que ça, c'est la différence entre déchirure partielle puis déchirure complète. Ça arrive habituellement. Déchirure partielle, c'est comme dans la quarantaine. Déchirure complète, c'est dans la cinquantaine. Mais le spectre, évidemment, chaque patient est différent. Puis l'âge chronologique, puis l'âge physiologique, très différent aussi. Mais, tu sais, genre rule of thumb, là, c'est pas mal ça ce qui se passe. Puis après ça, ben, une fois qu'une déchirure est complète, ben après ça, elle peut se propager dans l'autre sens. Je comprends. Fait que là, c'est des déchirures de différentes grandeurs. Puis après ça, une fois qu'elle se propage, et là, après ça, comme une corde, on coupe une corde qui est en tension, qu'est-ce qui arrive? Elle va se retirer. Ouais. Fait que c'est comme le muscle qui tire sur l'humérus, puis là, on coupe la corde. Ben, la corde a fait ça. Fait que là, la déchirure va grandir dans un sens et va se rétracter dans l'autre sens. Donc, on va avoir une déchirure qui augmente en grandeur. Puis le plus que la déchirure progresse, le plus que les forces de couple de l'épaule sont affectées,
Puis après ça, ben, la mécanique, la biomécanique de l'épaule n'est pas normale. Puis c'est sûr que ça cause toute une symptomatologie qui inclut et principalement la douleur. Ça fait mal. La déchirure de coiffe, ça fait vraiment mal. C'est probablement le plus commun des pathologies que je vois pour la douleur primaire à l'épaule. C'est là, tout le monde, puis ça fait mal. Puis très classiquement, ça empêche les gens de dormir. Ils sont pas capables de dormir, surtout sur ce côté-là, qui est affecté. Mais vraiment, ils vont se retourner dans le lit, ils vont se réveiller, ils vont pas être capables de dormir. Ça affecte leur qualité de vie pour le sommeil aussi, puis tout le reste. Puis aussi, ils vont être incapables de faire certains mouvements, ils vont être incapables de faire certaines... Ils vont dire, j'essaie de mettre l'assiette sur en haut, puis pas capable, j'échappe, j'ai plus de force. Puis quand ça progresse, éventuellement, ils perdent toute mobilité de l'épaule. Il y a des gens qui sont incapables de lever leur épaule. Ouais. Moi, on les lève, on est capable, puis après ça, OK, vas-y. Puis ils vont juste lever l'épaule, comme ça. Puis on appelle ça de la pseudo-paralysie, parce qu'on dirait qu'ils sont paralysés. Mais ils sont pas paralysés, c'est juste qu'ils arrivent pas à garder la boule centrée dans l'articulation. Okay. Fait qu'il faut que l'épaule bouge comme ça. Il faut qu'elle soit dans le... S'il n'y a rien pour la tenir, mais quand tu essaies de lever, l'épaule, elle glisse. Fait qu'au lieu de faire ça, ils font ça. OK? Puis ça, c'est le genre de progression rapide, là, si tu veux. En une minute, là, de commencer de 30 ans jusqu'à 60 ans ou 75 ans, là, ils vont faire ça. Puis après ça, après, à un moment donné, quand il n'y a plus de coiffe, si on laisse ça progresser encore, ben, éventuellement, ils vont développer de l'arthrose. Ouais. Ça, on appelle ça de l'arthrose, en anglais, le cuff tear arthropathy. C'est de l'arthrose de coiffe ou de l'arthropathie de coiffe. Puis ça, c'est là où les deux se recoupent ensemble. Donc, les gens, ils ont de l'arthrose et ils ont un problème de coiffe des rotateurs. Puis la solution pour ça, éventuellement, après le non-op, c'est la prothèse inversée de l'épaule. OK. Puis quand on revient, mettons, en amont, chez les gens qui vont se présenter avec de la douleur à l'épaule, qu'on suspecte que c'est à l'origine de la coiffe, c'est quoi comme ton go-to à l'examen physique pour mettre ça en évidence? Ouais, c'est ça. Fait que, on a de base là, pour savoir l'impact. Fait qu'on regarde les mouvements qu'ils font, qu'ils sont capables de faire pour voir l'impact sur ça, sur leur qualité de mouvement. Puis après ça, on teste les muscles de façon indépendante. Fait qu'on teste le muscle un à un. Un par un, je les teste. Je vois leur force, je vois si ça crée de la douleur. Puis on essaie de les isoler. Fait qu'il y a certains mouvements qu'on est capable. Fait que pour le sous-scapulaire, on demande aux gens de tenir une rotation interne. On peut leur demander d'aller chercher en arrière dans le dos puis de lever la main. Pour le supraépineux, on peut leur demander de retenir leurs bras dans les airs puis de pousser contre. Puis habituellement, les gens, ils tombent tout de suite, ils ont très, très mal. Pour l'infraépineux, on leur demande de faire une rotation forcée. Pour le petit rond, on leur demande de garder le bras en abduction, en rotation externe, puis de pousser. Puis on regarde la force de tout ça. Vraiment une déchirure complète, importante, et incapable de faire ça. C'est comme... Ils sont capables de peut-être initier le mouvement, mais ils sont incapables de résister. Puis quand ils sont vraiment, vraiment déchirés, puis rétractés, ben là, ils sont même pas capables d'initier le mouvement. Wow. Puis dans les ruptures complètes, tu sais, souvent, ben, tu sais, mettons les ruptures qu'on voit vraiment traumatiques, souvent ce qu'on voit, c'est que l'espèce de premier 20-30 degrés de la base, ils sont pas capables d'initier, ils vont se faire une espèce de mouvement pour un peu passer ce degré-là, puis après ça, c'est comme le deltoïde qui embarque. Ouais, ça dépend encore c'est quoi qui est déchiré. Souvent, ça, c'est le supraépineux. Ouais. Mais quand il y a une déchirure globale, même le reste, ils sont pas capables après le 30 degrés parce qu'il n'y a rien qui garde l'articulation. L'autre chose, c'est souvent en traumatique, surtout chez les personnes plus âgées, ça va être le sous-scapulaire parce que les épaules vont luxer. Puis quand l'épaule luxe, on parlait de ça tantôt pour les jeunes, mais ça arrive aussi chez les patients plus âgés. Quand ça arrive, ben, ils vont se déchirer le sous-scapulaire. Puis ça, ce qui arrive, c'est que ça va créer une instabilité complète. Parce que là, ils n'ont plus de ligaments, là, ils n'ont plus de muscles non plus. Fait que là, les gens sont pas capables de centrer l'épaule dans l'autre plan. Ça crée une pseudo-paralysie. C'est pas une paralysie, les nerfs sont corrects, mais c'est juste que parce qu'il n'y a pas de stabilité de l'articulation, ils sont incapables de garder ça. Puis quand tu vas les tester en mouvement passif, tu n'auras pas de problème à le faire. OK. Cool. OK. C'est un crash course 101 sur la coiffe des rotateurs, mon gars, ça, là. Fait que ça, c'est symptomatologie, c'est examen physique. Et les autres choses qui sont associées avec ça qu'on n'a pas trop parlé, c'est le biceps.
Ouais. C'est le muscle. En fait, les gens ils pensent que le biceps, c'est le gros muscle dans le bras, mais c'est le brachialis qui est plus bas. Là. Mais le biceps, il y a une attache qui vient sur la coracoïde, qui fait partie de l'omoplate, puis il y a une autre attache qui est à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Puis le biceps passe juste à côté de l'infraépineux, du supraépineux, un peu à côté de l'infraépineux plus profondément. Quand il y a de l'inflammation dans un muscle, ben, guess what? Il va y avoir l'inflammation à ce tendon-là. Fait que souvent, les deux pathologies sont associées. Puis on teste ça souvent en résistant Speed? l'élévation. Puis souvent, les gens ont une association avec cette douleur-là. Fait que là, ça, c'est globalement l'examen physique, globalement les pathologies ou la symptomatologie. Puis après ça, ben, il y a le traitement. Fait que moi, je vois un patient, dépendant de l'âge, je suspecte plusieurs choses. S'il est plus jeune, probablement une déchirure partielle ou euh, ou une tendinopathie. Plus âgé, probablement une déchirure partielle ou complète. Fait que là, après ça, il faut se décider de savoir qu'est-ce qui est important de faire. Fait que je dirais que la majorité des gens qui ont une déchirure complète, qui ont un âge, mettons, en bas de l'âge de 65 ans, se méritent une investigation plus poussée avec un chirurgien. Puis OK. que la majorité de ces gens-là vont finir avec une chirurgie Wow. parce qu'une déchirure complète, ça c'est encore de la même base de données qu'on a faite, le prospectif, va progresser. C'est juste la façon que ça va aller. Fait que après 2 ans, habituellement, d'une déchirure complète, on progresse. Puis quand on a un événement de progression, à plus ou moins 2 ans, 2,4 ans après ça, on a une progression de la qualité du muscle qui devient comme du gras. Fait que, tu sais, le muscle, il est beau, il est rouge, comme un gros steak que tu achètes euh, quand tu sors, je sais pas où, là, cage au sport, là, quelque chose de même. Là. Je vois que t'as perdu tes références, mon gars, au Québec. Ben, tu sais, la Assis à... pandémie, il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé, fait que là, je sais plus c'est quoi les steaks. À 40 West, ça existe encore? C'est comme ça, là. Fait que, anyways, fait que tu t'achètes un gros steak rouge, parfait. Mais quand tu as une déchirure de la coiffe, puis après, je sais pas, comme 2 ans, tu commences à avoir, on appelle ça la dégénérescence, ou de l'atrophie musculaire, puis de l'atrophie graisseuse, ou de l'infiltration graisseuse, ben, le muscle qui n'est pas utilisé, un peu comme nous, là, quand on n'est pas Ouais, utilisé, on devient ouais. gras, ben, ça peut être la même chose. Puis il y a un remplacement, puis au lieu d'avoir un beau genre filet mignon, là, tu as un wagyu dans l'épaule, OK? Super Mais bon à manger, c'est bon par contre, un mais Wagyu, tu sais. c'est pas mal useless pour faire bouger l'épaule, pour réparer. Puis, pour ceux qui en ont mangé du wagyu, là, c'est un super bon, une bonne comparaison. Imagine essayer de mettre genre des points de suture dans un wagyu, là, impossible. Ça tient pas. Ça tient rien, puis ça guérit pas non plus. Fait que quand on est rendu là, c'est non, on est plus capable d'opérer ces gens-là, parce qu'il n'y a plus de potentiel de guérison. C'est sûr que c'est pas exactement tout le monde pareil. Là, ça rentre pas tout dans des belles boîtes de même, mais habituellement, c'est ça. Fait Mais que, quand même, tu sais, quand tu me parles de ça, c'est comme d'où l'importance du diagnostic initial. Parce que, tu sais, je pense que si ce que tu viens de dire là, je te garantis qu'en majeure partie du temps, ça se passera pas comme ça, là. c'est sûr. Ça va être traité de façon un peu conservatrice, sans connaissance de cette évolution-là qui a un impact genre majeur là, sur la Genre. qualité de vie après. Puis, Euh, tu sais, il y a une grosse étude qui a été faite en Scandinavie. Quand moi, j'étais fellow, c'est sorti. Puis, le monde est comme, ah ouais. C'est comme traitement des déchirures complètes de coiffe avec non-op versus chirurgie. Puis, ils ont publié leurs résultats à 2 ans. Puis, il n'y avait aucune différence à 2 ans. Fait que là, tout le monde en Europe, puis d'autres places, ils ont dit, ben, les petites déchirures, on traite ça sans chirurgie, c'est parfait. Ben, tu sais quoi, ils ont publié leurs résultats à long terme l'année passée ou il y a 2 ans, puis maintenant, c'est la conclusion opposée. right. Fait que maintenant, à 7 ans, post, je me rappelle plus c'est combien exactement, 7-8 ans, là, ils ont plus de problèmes avec les gens qui ont été traités non chirurgicalement. OK. Fait que Que c'est les d'où gens la qui ont été perspective traités, long terme, là. c'est ça. Les gens qui ont été traités chirurgicalement, ils n'ont pas eu les mêmes problèmes de récidive. Hmm. Fait que, tu sais, le problème avec la coiffe, c'est que la coiffe de rotateur ne répare pas sans chirurgie. Elle ne guérit pas. C'est impossible. Il n'y a pas de processus
où la coiffe se guérit. Il y a un processus où les autres muscles autour compensent, puis ils vont faire assez pour dire que tu n'auras pas de problème. Mais encore une fois, le, le one-way street de l'arthrose existe aussi avec la coiffe sans traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de guérison. Tu casses un os, il va guérir. C'est sûr que s'il n'est pas droit, il va, OK, whatever, il peut ne pas guérir, mais de façon générale, mais quand tu déchires un tendon, le tendon ne guérit pas sans intervention. C'est ça la réalité. Ouais, ça, je pense que c'est comme un take-home point vraiment important là, dans la façon dont tu prends en charge après ça, ces pathologies-là. Puis, quand on revient un petit peu au diagnostic, bon, on a parlé d'examen physique, tu as l'histoire, tu as la volée un peu, ce que j'aime, ton approche épidémiologique pour te faire un peu le différentiel, puis après ça, confirmer avec l'histoire et l'examen. Quand tu fais l'évaluation radiologique d'une coiffe des rotateurs, c'est quoi la modalité ou les indications pour écho versus IRM, mettons? Super bonne question. De plus en plus, le monde sont formés en échographie de la coiffe. C'est pas pareil que d'être formé en échographie générale. Faire une échographie de l'abdomen, tu as des skills qui se passent l'un à l'autre, qui peut être utile, mais c'est pas pareil. Il faut vraiment faire beaucoup de ultrasons pour la coiffe pour voir. Une échographie de la coiffe, il faut être capable de. C'est dynamique. Puis il faut utiliser beaucoup de choses de Q là, qu'on n'est peut-être pas habitué si on fait beaucoup d'échographie abdominale ou obstétrique, whatever. Fait qu'il y a beaucoup de radiologistes qui ont parti ça, je veux dire, dans les années 90, 2000, puis vraiment, ils ont montré que quand tu es bien formé, tu as une capacité de diagnostic semblable ou meilleure que l'IRM, parce que c'est dynamique, fait que tu peux aussi voir certaines choses, tandis que l'IRM, c'est pas dynamique. Mais globalement, ça a rapport avec la qualité de la personne qui fait l'ultrason. Fait qu'il y a beaucoup de chirurgiens de l'épaule aux États-Unis, même au Canada, qui se sont formés, qui ont une échographie dans leur bureau, puis ils vont voir un patient, ils vont l'examiner, puis ils vont faire une échographie directe là. Ils sont capables de diagnostiquer assez bien. S'il y a un besoin un peu plus de détails, habituellement, de base, ça va être la résonance magnétique. Okay. La résonance magnétique va nous permettre de voir la présence ou pas de déchirure, l'étendue de la déchirure partielle, complète, large, rétractée, tout ça. On peut quantifier ça avec l'IRM. Puis aussi la qualité de muscle. Je dis, si est-ce qu'il y a de l'infiltration graisseuse, ben ça, on va voir ça à l'IRM. Puis on peut voir s'il y a d'autres pathologies, est-ce qu'il y a de l'inflammation dans le tendon du biceps, blablabla. Fait que ça, c'est pas mal de base. Là, la question vient quand tu as un système de santé qui est... on essaie de faire des bonnes décisions avec nos ressources, qui est limité en ressources. Qui a un IRM? Je dirais, des patients qui ont une symptomatologie ou une apparence clinique quand ils viennent me voir, qui ne fit pas avec la norme juste une tendinite ou même une déchirure partielle, on fait une résonance. Ça veut dire que soit qu'ils ont une pseudo-paralysie au début, c'est plus importante que ce qu'on penserait, qui ont vraiment une incapacité de lever l'épaule, puis qui ont des nerfs normaux, tout ça, ils n'ont pas de problème de plexus là, mais vraiment, tu regardes, puis il y a comme 52 ans, puis je travaillais dans le jardin, puis là, j'ai eu mal, puis là, je suis pas capable de lever l'épaule. Ouais. Ça se peut que ça soit juste une déchirure partielle avec une douleur qui compense avec un peu de physio, il va rendre, mais ce genre de personnes-là, moi, j'aime avoir un baseline, fait que je fais une résonance magnétique. Okay. C'est sûr que maintenant, moi, j'ai plus d'accès en termes de ressources. C'est beaucoup plus facile, puis probablement que la gâchette est plus quick, là, mais pareil, je te dirais que de base, si on veut traiter les gens adéquatement, puis pas manquer quelque chose, c'est probablement ce genre de personnes-là. C'est très, très respectable aussi de dire on fait un traitement de physiothérapie, puis on revoit quelqu'un dans 6, 8, 10, 12 semaines, puis on réévalue. Puis si tout est retourné à la normale, ben on peut peut-être éviter les résonances. Exact. Mais on dit aux patients, si tu as un retour de la douleur, puis une douleur, c'est pas une journée ou un mouvement, là, c'est habituellement, on dit aux gens, si tu as une douleur qui persiste pendant 2 semaines, ça, on appelle ça un épisode de douleur.
Puis on sait que les épisodes de douleur sont reliés avec la progression d'une déchirure. Ça, c'est un bon cue aussi, que tu sais, si tu as vu un médecin à 40 ans pour une tendinopathie de la coiffe, puis ça allait bien après la physio, puis là, à 45 ans, à 52 ans, tu recommences à avoir de la douleur, puis ça dure 2 semaines, Tylenol, Advil, whatever, ça marche pas. C'est le temps de retourner voir puis de réévaluer, parce que là, ça peut avoir progressé, puis une douleur, c'est pas toutes les déchirures partielles qui vont progresser à des déchirures complètes. C'est comme 44 à 48%, des fois jusqu'à Quand même. 60%. Ouais. Ouais. Mais toutes les déchirures complètes qui progressent vont progresser Ouais. plus. Toutes. Ouais. Fait que c'est pas mal, c'est ça où je te dirais. C'est comme... Ouais. Fait que quand t'as quelqu'un, tu sais, comme moi, mettons, pratico-pratique, quelqu'un qui va avoir une suspicion d'une déchirure partielle ou whatever, bon, traitement conservateur, peu importe, mais s'il y a une récidive ou une progression de la douleur après quelques semaines, faut pas genre perdre ce patient-là dans la nature puis juste comme l'oublier, là. Tu sais, il faut réévaluer, imager au besoin puis vraiment chercher, voir s'il n'y a pas une déchirure complète parce que, tu sais, je pense que le point que tu as fait qui est clé dans tout ça, c'est que ces gens-là évoluent mal. Au long terme, tu laisses une déchirure complète, ben, tu viens de C'est sûr que diminuer pas tout le clairement ta monde. qualité de vie. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, encore une fois, comme je t'ai dit, on fait des ultrasons à des gens qui ont une épaule normale. Tu sais, on leur demande, là, est-ce que l'autre épaule est Ouais, normale? Ouais, ouais. On fait une ultrason. Ah, t'as une grosse déchirure. Hein? Comment ça? Il y a des gens qui vont avoir une déchirure complète qui va progresser, qui va pas leur causer de problème pendant longtemps. Puis c'est correct, mais la majorité des gens, c'est pas vrai. c'est Puis ça. de baser tout notre traitement puis notre stratégie diagnostique sur le fait que 10% des gens vont bien avec une grosse déchirure ou 30% des gens, je pense pas que c'est la bonne façon de penser. Puis surtout, je sais pas, toi, tes patients sont comment, mais moi, les patients de plus en plus âgés sont de plus en plus actifs, puis demandent un niveau d'activité qui était pas là dans les années 60, 70, 80. Tu sais, c'est pas rare que j'ai un patient à 75 ans qui travaille encore manuel là, maintenant. Tu sais, Alors, tu ou sais, ça tu as 100% raison. Là. C'est fini le temps là, de dire, là, tu as 75 ans, on fait plus rien. Là. C'est vraiment insultant. Parce que ouais, quand tu as quelqu'un de 75 ans qui est top shape puis qui dit, écoute, là, moi, je joue au tennis là, 5 jours semaine, ça a un impact. Là, puis je continue à jouer. Puis tu as comme un médecin ou un professionnel de la santé qui est comme un peu, qui s'en fout un peu, là, qui dit écoute, là, 75 ans, tu devrais jouer au bridge, là. Ben, un, c'est insultant pour le patient, puis deux, tu ne rends pas service. Puis effectivement, tu as vraiment plus de personnes âgées qui sont loin dans 70, 75, du monde de 80 ans, hyper actifs, qui exigent qu'ils soient traités comme s'ils étaient plus jeunes. Puis fonctionnellement, là, je vais être bien honnête avec toi, là, j'en ai de 75 ans qui sont plus en shape du monde de 50 que je connais. Fait que, tu sais, il faut les adresser comme leur niveau fonctionnel, pas comme ouais. l'âge. Là. Ça, c'est une Mon, erreur claire. un de mes collègues, c'est un chirurgien, c'est un de mes mentors, il a 70 ans, il opère 2 fois semaine jusqu'à 1 heure du matin, il a plus de stamina que n'importe qui peut avoir 30 ans de moins que lui. Là. Je veux dire, Hmm. Fait que moi, je suis 100% d'accord avec toi, puis je pense qu'on traite la personne pour leur âge physiologique, pour leur Exact. niveau d'activité. Puis moi, la personne, la prothèse d'épaule la plus vieille, la personne la plus vieille, c'est 103 ans. Wow. Puis, tu sais, c'est pas à moi de dire que si on 50 vies, qui doit avoir 50 qualités de vie, tu sais, Tu poche, peux là. dire de merde, ouais. Ouais, mais tu sais, je sais pas, là, mais c'est comme pourquoi, là. Tu sais, oui, tu sais, c'est pas rien, là, de faire une opération chez quelqu'un qui a 100 ans, là, ou 90 ans, ou whatever. Ouais. Mais statistiquement, c'est que s'ils se sont rendus à ce niveau-là, ils vont se rendre encore plusieurs années. Puis je pense que la qualité de vie qu'on peut redonner, en passant, hein, la prothèse totale de hanche, c'est la meilleure opération qui existe au monde parmi toutes les opérations de toutes les spécialités chirurgicales en termes d'impact sur la qualité de vie. Numéro un. Ouais. Numéro 2, cataracte. Numéro 3, pontage. Mais numéro un, prothèse de hanche. Fait qu'il faut pas minimiser l'impact de douleurs musculo-squelettiques sur, euh, sur la qualité de vie. Puis il faut traiter les gens de façon adéquate par rapport à ça. Fait que moi, c'est un peu ma philosophie, mais c'est ça. Fait que
pense que c'est ça je pense que ça répond quand même assez bien à la question, mais je suis pas sûr si tu avais d'autres. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, Jonah. On approche les 1h45. C'était probablement la première fois que je te reçois officiellement dans le podcast, mais je suis pas mal sûr que tu vas être mon go-to quand on va parler d'orthopédie. Mais écoute, je pense qu'elle a fait un excellent tour sur les pathologies de l'épaule les plus communes, comment les adresser, les évaluer, les facteurs de risque, comment les traiter. Il y a plein de points clés là-dedans qui sont super utiles. Je pense que les gens vont apprécier. Les quelque chose qu'on n'a pas dit vraiment pour la coiffe des rotateurs, puis aussi en général, parce que je vais prendre 2 minutes pour parler de ça, parce que je pense que c'est assez important. Tu en as Go parlé for un it. peu au début, là, le bone health, là, la santé osseuse, mais en termes de pour la coiffe des rotateurs, la chose qu'on peut faire le plus important pour maintenir, c'est de renforcer la coiffe de façon non agressive. C'est-à-dire, on va sur Amazon ou whatever, là, on commande les élastiques de résistance, 5 livres, 2 livres, whatever. Puis on fait des exercices. Allez sur YouTube, là, allez voir, tapez exercice rotator cuff, ou on va en avoir plus, là, ou coiffe des rotateurs. Puis, tu sais, de vraiment juste renforcer ça. Puis c'est comme tout, comme l'exercice, comme la diète, c'est d'être consistant, puis d'être répétitif, puis de maintenir ça à long terme. Mais à tous les jours, là, d'en faire un peu. Moi, j'ai un de mes partners ici, il joue au golf, puis il a toujours mal à la coiffe, puis on a instauré un système de maintenance là, tous les jours. 10-15 minutes. That's it, là. C'est pas beaucoup. 10-15 minutes. Fait des rotations comme ça, fait des rotations. Puis là, il est capable de jouer au golf tout l'été. Mais avant ça, incapable, parce qu'il avait mal en juin. Fait que c'est pas. Fait que Ouais. le renforcement, Ouais. maintenir les mouvements, l'amplitude articulaire, c'est les deux choses les plus importantes qu'on peut faire pour l'épaule, pour la coiffe des rotateurs. Puis ça peut nous aider à diminuer le risque de progression sans pas absolument, parce qu'il y a des choses, ça va. On n'a pas de génétique qu'on peut changer, puis il n'y a pas de biomécanique qu'on peut changer. Fait qu'à un moment donné, c'est possible que même avec tout ça, on ne soit pas capable de faire grand-chose, mais c'est sûr que si jamais ça finit par avoir une chirurgie, ben on est mieux avec plus de force que moins, comme on a dit tantôt. Awesome. C'est pour la coiffe. Puis pour le bone health, la santé osseuse, la force de l'os. On sait que l'ostéopénie, l'ostéoporose, c'est un énorme problème au niveau de la société. Ouais. Les gens ont ça, ils ont des fractures. Les fractures, ça cause une énorme morbidité, mortalité, puis un impact économique sur la société. La meilleure façon de prévenir ça, c'est de le diagnostiquer tôt. Fait que les gens qui ont des facteurs de risque d'hormones, de ménopause, toutes ces choses-là, précoces, d'aller voir un médecin puis de faire un baseline de DEXA scan, d'avoir ça. Puis, de le traiter. Si on score pour certaines choses, c'est sûr que de le traiter avec des médicaments, c'est utile. Puis ça, c'est plus pour une autre discussion éventuelle. Ouais. Mais en termes de musculo-squelettique, ce qu'on peut faire le mieux, c'est de maintenir la force musculaire le mieux possible pour deux raisons. Un, tu as dit que ça stressait les os d'avoir la force musculaire, puis c'est vrai, fait que ça renforce l'os. L'os, c'est comme un peu comme quand la 40, là, ils défont la 40, là, tu sais, ils enlèvent l'asphalte, puis en arrière, il y a quelque chose qui vient paver l'asphalte, là, puis comme la 40, ils font à tous les ans, ben c'est un peu la même chose dans l'os, là, tu sais. Ils vont, tu sais, t'es continuellement en train de défaire l'os puis d'en ramener du neuf. Fait que là, il fait une portion ici, après ça, une portion là, puis ça continue progressif. Fait que le turnover de l'os, là, qu'on appelle, est amélioré si en plus de stress au niveau de l'os. C'est comme plus un processus normal. Fait que pour moi, ça, c'est important. Puis deux, plus qu'on a de force musculaire, surtout dans les muscles posturaux. Fait que ça, c'est tous les muscles au niveau de la hanche, de l'abdomen, du dos. Ça prévient les chutes. Ouais. Plus qu'on est stable, moins qu'on a de chute, moins qu'on a de chute, moins qu'on a de fracture. Fait que, tu sais, tout ça va un peu ensemble. Ça prend pas un effort important. Ça prend pas un investissement de temps et d'effort très important non plus. Là. Ça peut être 15 minutes par jour. Mais juste ça, surtout quand les gens ils commencent à avoir 50 ans, 55 ans, 60 ans, les femmes à la ménopause sont plus à risque à cause de leurs changements hormonaux. Fait que, c'est tout ça qu'on peut essayer de prévenir. Puis si on maintient ça avec des habitudes de vie simples,
l'impact peut être vraiment, vraiment important. Fait que ça, c'est les deux choses qu'on n'a pas vraiment parlé, mais je pense que ça vaut la peine d'en mentionner. Point taken. Merci, Jonah, encore une fois. Merci pour ton temps, merci pour ces infos-là. Super intéressant. Cool, ça fait plaisir. Yes. Merci. Le contenu fourni dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives. Il n'est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant une condition médicale. Ne négligez jamais un avis médical professionnel ou ne tardez pas à le rechercher en raison de quelque chose que vous avez entendu durant un épisode. Aucune relation médecin-patient n'est établie en écoutant ce podcast. Les informations, points de vue et opinions exprimés pendant les épisodes sont ceux des individus impliqués et ne reflètent pas nécessairement les lignes directrices en place. Le contenu des épisodes ne doit être utilisé en aucune circonstance à des fins légales, y compris, mais sans s'y limiter, à l'établissement d'une norme de soins au sens légal ou comme base pour un témoignage d'expert. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations ou d'opinions exprimées dans ce podcast. Tout le contenu du site web julienmd.com ainsi que le podcast est dédié à améliorer la qualité de vie des gens en fournissant du contenu scientifique, accessible et concret. Il est essentiel pour moi de fournir le tout sans dépendre de publicité ou placement de produits pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Notre travail est entièrement possible grâce à nos membres. En retour, on leur offre du contenu exclusif et des avantages supplémentaires qui dépassent largement ce qui est disponible gratuitement. Pour nous supporter, allez au julienmd.com dans la section « Devenir membre » où vous trouverez aussi tous les avantages liés à l'adhésion. Vous pouvez me trouver sur Instagram et YouTube @JulienMartelMD.